Bienvenue sur un nouvel épisode de J'ai mon voyage. Aujourd'hui, on a reçu Marie-Philippe, qui est agente de bord dans sa vie, puis qui a travaillé pour plein de compagnies aériennes, dont une compagnie pour les Nations Unies. On a vraiment fait le tour de son travail. Puis ce qui était le fun, ce qui faisait différent, je trouve, de notre autre épisode où on a reçu une agente de bord, c'est vraiment que ses tâches étaient complètement différentes vu qu'elle travaillait pour les Nations Unies. Elle a été confrontée à plein de situations, puis elle avait aussi toute autre sorte d'équipage et de passagers. Mm-hmm. Donc, elle a pu nous partager ça. Puis ça l'a aussi apporté à avoir un lifestyle vraiment de voyageuse parce qu'elle a pu voyager énormément pendant les 6 ans, je pense. Ouais, elle a travaillé là-bas pour eux. Fait que tous les pays qu'elle a pu visiter puis qu'elle nous a partagé, là, c'est vraiment... Dans lesquels elle a habité aussi, là, parce que dans le fond, elle a habité dans plusieurs pays de l'Afrique, des pays qu'on connaît moins, des pays qui sont moins développés. Fait que c'était vraiment intéressant de l'entendre parler de ça puis de l'entendre parler du métier d'agent de bord dans un autre contexte qui est comme pour aider, dans le fond, des pays en guerre ou en difficulté. Fait que, bref, on vous souhaite un bon épisode puis on est sûr que vous allez adorer. Bon épisode! Aujourd'hui, on vous amène au Costa Rica pour vous faire découvrir cette destination-là en quelques minutes. La dernière fois qu'on a voyagé au Costa Rica, c'était pendant 14 jours. Donc, on est atterri à Liberia. On a visité La Fortuna, Monteverde, Manuel Antonio, Santa Teresa et Tamarindo. Le coût du billet d'avion était environ de 800 $ par personne, mais en plus basse saison, là, il y a vraiment possibilité de trouver des billets d'avion plus abordables. Il y a aussi une autre aéroport au Costa Rica qui est San José, qui est vraiment plus central si vous souhaitez visiter le sud du pays. Nous, on a visité plus le nord et la côte ouest du pays. Comment tu t'es déplacée d'une ville à l'autre? J'ai loué une voiture pour me déplacer. Puis, c'est vraiment le best parce qu'il y a quand même de grandes distances à parcourir entre les différentes destinations. Donc, c'était vraiment le mieux pour voyager. Je vous conseille de louer aussi un Jeep parce qu'il peut y avoir des routes quand même plus houleuses au Costa Rica. Donc, un Jeep, un petit VUS, c'est vraiment le best. En termes d'hébergement, on a dormi dans des auberges jeunesse à environ 10 $ la nuit ou dans des Airbnb. Le coût revenait à environ 40 $ la nuit par personne parce qu'on était 4 amis, 4 filles. Notre coup de cœur a vraiment été Santa Teresa, qui est un petit village sur la côte ouest où est-ce qu'il y a des gens qui surfent, les routes sont en terre, les gens se promènent à vélo, à scooter. C'est vraiment un vibe de l'Amérique centrale qu'on a vraiment, vraiment, vraiment aimé. Puis coup de cœur aussi pour les locaux qui sont là-bas, qui sont vraiment accueillants et avenants avec les touristes. Tellement! Puis leur signe, c'est ça, là, Pura Vida. Oui. Pura Vida. Si jamais. C'est ça, si jamais tu veux te sentir là, vraiment inclus dans la culture. Puis, dans le fond, ma carte, j'ai utilisé une carte eSIM avec Simeo Mobile pour pouvoir utiliser Internet tout le long de mon voyage, mais aussi pour avoir accès à Google Maps puis à d'autres applications voyage pour les routes. Parce que je vous disais tantôt qu'il y avait des routes houleuses. On veut éviter de se ramasser dans des rivières en voiture. Dans une route barrée. Oui, c'est ça, ou une route barrée. Donc, la carte eSIM te permet d'avoir Internet en tout temps et d'éviter ce genre de situation-là. Donc, pour plus d'informations, on vous invite à télécharger leur application qui est Simeo pour pouvoir télécharger votre prochaine carte eSIM pour votre prochain voyage. Bienvenue, Marie-Philippe, sur J'ai mon voyage. Off-cam, on a fait une petite intro de Marie-Philippe, c'est rare. Fait que bien, Marie-Philippe sur notre balado. Une autre Marie-Philippe qui aime voyager. Au moins, il y a quelque chose. Oui, c'est toi qui nous avais écrit initialement pour venir sur notre balado, pour trouver ton parcours vraiment inspirant. Fait qu'on s'est dit, c'est le moment, là. C'est le temps que tu viennes. Puis en plus, tu viens de loin, là. Oui. Tu as voyagé pour nous, là. J'ai voyagé pour vous autres, ouais. Je suis venue de Vancouver. En fait, un peu comme je disais tantôt, j'ai un petit garçon maintenant de 2 mois. Fait que j'en ai profité pour venir à Montréal, à Toronto. Mon conjoint, sa famille est à Toronto. Puis on s'est dit, on va faire un petit saut dans l'Est du Québec puis de l'Ontario pour venir voir la famille puis en profiter pour être là pour vous autres. Pour venir au podcast. Très cool. Merci vraiment, en tout cas, d'être déplacé. Je pense que c'est la personne qui vient le plus loin. Oui, c'est vrai. Qui voyage pour nous. On apprécie. Mon Dieu. Ça fait plaisir. C'est le fun. Merci de m'avoir invité. Merci à toi. Puis, pour les... Dans le fond, est-ce que tu veux te présenter, nous parler un petit peu plus de toi avant qu'on commence l'épisode? Je m'appelle Marie-Philippe. J'ai 36 ans. Fait que je suis dans le monde de l'aviation déjà depuis 2011. Donc, ça fait quand même très longtemps. 15 ans. Ouais.
Puis c'est ça, je viens du Québec originalement, des cantons de l'Est. Puis mes parents ont voyagé un peu à l'étranger. On a habité aussi à l'étranger quand on était jeunes. Fait que ça a allumé quelque chose en nous, toute ma famille, mais moi particulièrement. Et vous êtes combien, mettons? J'ai un grand frère. OK. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que j'ai toujours voulu voyager. Ça a toujours été quelque chose que j'avais envie de faire, qui m'attirait, d'explorer, d'apprendre les cultures, langues, blablabla, comme vous savez avec le podcast. Puis, c'est ça. J'ai commencé comme agent de bord pour une compagnie québécoise à l'époque. Puis, de là, de fil en aiguille, j'ai connu d'autres compagnies, j'ai connu d'autres façons de travailler, d'essayer d'autres affaires. Puis là, maintenant, je suis rendue à Vancouver. Je vis maintenant à Vancouver. Ça fait 3 ans qu'on est revenu de l'étranger. OK. Fait que c'est à peu près ça. Parfait. Bien, on va pouvoir parler de tous ces aspects-là un peu plus en détail beaucoup. durant l'épisode. Oui, c'est ça. J'ai comme déjà plein de questions sur ton parcours, là. Mais avant qu'on commence, on a des petites questions qui s'appellent nos questions d'écolage pour briser un peu la glace avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour commencer, quelle est ta destination préférée? En voyage, j'ai 3 endroits que j'aime vraiment beaucoup. Là. C'est l'Afrique du Sud, je le dis tout le temps. C'est une plage. On a même essayé de vivre là pendant un bout de temps, mais finalement, ça n'a pas fonctionné. On ne dit pas non dans le futur. La sœur de mon conjoint vit là, puis c'est vraiment... Ça a tout pour... Les montagnes, la mer, c'est vraiment... Moi, j'ai vraiment adoré. Okay. L'Italie, beaucoup aussi. Puis la Nouvelle-Zélande. Fait que ça, j'ai des endroits où il y a un peu de montagne, un peu d'océan. Fait qu'on voit qu'il y a quelque chose qui... On voit tes intérêts. Ouais. Des endroits magnifiques, mais tu as quand même aussi de la facilité à répondre. Là, fait que c'est quand même quelque chose que tu avais déjà réfléchi. Je me le fais demander souvent. Okay. Pour être honnête, c'est souvent les gens, c'est quel l'endroit préféré que tu as été. Fait que souvent, c'est ça. Fait que, OK. Et depuis quand le voyage est une passion pour toi? Comme je disais un peu tantôt, depuis que je suis petite. Ouais, depuis qu'on est tout petit, on a été exposés. On a habité au Costa Rica pendant 3 ans, quand j'étais jeune. Ouais, j'avais 2 à 5 ans et demi, genre, ouais. Puis j'ai commencé l'école là-bas, puis après ça, on est revenu ici. Fait que mon père travaillait pour une compagnie de jardins, puis d'autres, avec le gouvernement, c'était une association, puis qu'il y avait eu un contrat là-bas. Puis on est parti pendant 3 ans. Ça a été... Fait que tes parents aussi sont passionnés de voyage. Parce que pour déménager à l'étranger, il faut quand même que c'est un peu un coup de tête, je pense. À l'époque, c'était début des années 90. Fait que il n'y avait pas Internet dans ce temps-là. Il n'y avait pas de façon de découvrir ça. Mais mes parents avaient aussi voyagé séparément quand ils étaient jeunes. Fait que c'est quelque chose qui les attirait. C'est le Costa Rica, en ce moment, c'est quand même vraiment rendu américanisé. Mais j'imagine que dans le temps, ça devait pas être ça. Ça devait être comme autre chose que ce qu'on connaît maintenant. On est retourné quelques fois depuis qu'on a encore des amis là-bas, évidemment. Puis c'est vrai que c'est vraiment beaucoup changé. Malheureusement, mais en même temps, je comprends, c'est tellement un beau pays, tu veux que les gens viennent faire du tourisme là-bas. Mais c'est... ça. Absolument. Combien de fois par année voyages-tu autre que pour le travail, mettons? Je dirais, en moyenne... là, ça s'est calmé un petit peu depuis qu'on est à Vancouver parce que je travaille au sol maintenant. J'expliquerai ça tantôt, mais peut-être 4-5 fois par année. OK. Ouais. Bonne moyenne. Puis, ça n'a pas rapport avec les questions, mais c'est-tu normalement des voyages longs ou courts? C'est-tu, mettons, 2 semaines? Oui, depuis que je travaille du lundi au vendredi, ça réduit beaucoup mon temps, mes vacances. Ça fait que c'est plus 2-3 semaines de la fois. Okay. Avant ça, c'était 2-3 mois de la fois. OK. Ouais. Et quel genre de voyageuse es-tu? Ça dépend où je vais. Ça va dépendre de c'est quoi le pays que j'y vais puis comment j'y vais. Fait que si j'y vais, parce qu'on a un campeur aussi qu'on a construit nous-mêmes dans le temps du COVID, qui est en Angleterre. Fait que quand on utilise le campeur, c'est plus... Il est en Angleterre en ce moment? Oui. OK. Ouais. C'est d'autres questions, en vrai. Parfait. Ouais. Mais fait que quand on part avec la camper, c'est plus... on planifie une journée ou 2 à l'avance. On sait à peu près où on s'en va en Europe, mais c'est très relax, très spontané. Si c'est en backpack ou en Airbnb, c'est sûr que là, c'est plus organisé. On prend plus le temps de savoir où est-ce qu'on va pour maximiser ou profiter des endroits qu'on veut vraiment pas manquer. Fait que ça va dépendre un peu de ça. Puis, mais en général, plus backpack quand même. Je dirais que dans les dernières années, ça a été beaucoup plus dans la van. Okay, on a passé beaucoup, beaucoup plus de temps dans la van. Ouais. Okay. Puis j'imagine que là, avec un nouveau-né, ça va changer aussi, quand même, votre façon de voyager. C'est sûr que ça. Je ne l'ai pas encore beaucoup essayé. Comme je disais, c'est le premier voyage qu'on vient ici avec le petit. Mais je pense que ça va être vraiment différent. Puis la dernière question, on a parlé un peu tantôt de plage-montagne, mais c'est quoi ton must dans un voyage? C'est un peu mélanger un peu de tout. S'il y a accès à la plage, accès à la montagne, c'est de faire quelques jours à une place, quelques jours à un endroit. Pas faire un gros une semaine, puis après ça, changer une semaine. J'aime ça faire un peu des deux. Si c'est ville, campagne, de faire un peu de zigzag là-dedans pour pas
tomber un peu tannée de la ville quand c'est beaucoup, c'est très intense, mais peut pas aussi juste être en campagne. Fait que c'est de mixer un peu tout ça. Oui, la diversité. Ouais. Parfait. Fait que c'était tout pour nos questions brise-glace. On est décollé. Oui, c'est ça. Si on revient, là, vraiment qu'on part depuis, mettons, 2011, qu'est-ce qui fait que tu as choisi comme métier d'être agent de bord? Là, je comprends qu'il y a toute la passion voyage de quand tu étais petite et tout, mais tu sais, c'est à quel moment que tu te dis, hey, moi, c'est ça que je vais faire dans ma vie? Oui, ben moi, après l'école, je savais vraiment pas ce que j'avais envie de faire. Je savais pas ce que ça prenait dans l'aviation pour rentrer dans ce milieu-là. J'avais pas fait beaucoup de recherches non plus, fait que je m'étais dirigée en beauté. Fait que j'avais fait un cours en maquilleuse. OK. Ma maman travaillait à la télé, fait qu'elle m'avait un peu initiée à ce monde-là, puis j'avais commencé à faire ça. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'était pas tellement pour moi, mais je savais pas quoi faire. Puis je travaillais dans une pharmacie. Puis c'est une vieille connaissance d'école qui est venue, qu'on s'est pas vu depuis des années. Puis elle m'a dit qu'elle était agent de bord. Fait que là, on s'est mis à jaser. Puis j'ai dit, ça prend quoi pour être agent de bord? Fait que là, elle m'a tout écrit que ça prenait. Mais j'ai fait, mais c'est ça. That's for me. Ça, c'est vraiment, c'est ça. Fait que j'ai fait une école, en fait, qui est quelques fins de semaine, juste pour apprendre un peu les bases d'agent de bord. Parce qu'on entend souvent, tu sais, c'est de servir le client, blablabla. Mais il y a tout l'aspect sécurité que je comprenais pas, moi non plus, à l'époque, quand j'ai commencé. Fait que c'est en la rencontrant de nouveau cette personne-là que j'ai fait ça. Puis j'ai commencé l'école qui était 2 mois, je pense, dans les fins de semaine. Puis après ça, j'ai appliqué, puis j'ai eu un emploi, puis ça a parti d'être là. C'est fou, hein? C'était meant to be. Ouais, vraiment, ça a été comme, ouais. Puis, tu as commencé à travailler plus dans le nord du Québec que tu nous expliquais là, avant l'épisode. Tu as commencé, dans le fond, à travailler pour une compagnie aérienne dans le nord du Québec, c'est ça? Exact. C'est une compagnie qui s'appelle Nolinor Aviation. C'est une compagnie qui a des contrats beaucoup dans le nord, qu'on appelle ça du nolisement. C'est fantastique parce que tu apprenais de tout, d'agent de bord. Tu faisais vraiment touche à tout. C'était beaucoup plus une gang. C'est vraiment le fun. Dans ce temps-là, on était... travailler dans le Grand Nord pour les mines, pour des contrats, ça pouvait être des joueurs de hockey, ça pouvait être politique, n'importe qui avait besoin d'un avion, point A, point B. Fait que j'ai fait ça pendant plusieurs années. Après ça, pendant ce temps-là, j'ai découvert qu'il y avait une compagnie qui travaillait en Afrique pour les Nations Unies. Fait que là, ça l'a engendré. J'ai fait, OK, c'est ça que je veux, mais ça prenait beaucoup de temps de se faire engager pour cette compagnie-là. Fait que j'ai dit, je vais essayer autre chose. Fait que je suis allée chez Sunwing pendant 1 an. Okay. Qui était différent, qui était bien aussi, que j'avais des amis là-bas. Puis c'était vraiment simple. Tu sais, si t'en vas à Cuba, tu reviens, tu prends un peu de soleil, c'était génial. Puis pendant cette année-là, la compagnie pour les Nations Unies qui s'appelle Voyager Airways, qui est une compagnie canadienne qui est engagée par les Nations Unies. Parce que les Nations Unies n'ont pas d'avion à eux. Tout est à contrat. Fait que ils m'ont appelé. Fait que là, j'ai passé l'entrevue. J'ai fait yes, là, j'y vais. Puis là, j'ai passé. C'est là que j'ai fait le plus long de ma carrière. De temps comme vraiment agent de bord dans les airs. Là. Exact. Puis là, c'était tes clients, c'était les passagers plutôt. Là, c'était des gens des Nations Unies. Oui. Fait qu'en fait, c'est eux avaient environ une dizaine de bases à travers l'Afrique. Il y en avait aussi en Moyen-Orient, un peu en Europe aussi. Puis c'est tous des gens qui travaillent pour les Nations Unies, qui travaillent en rotation. Fait que tout le monde qui travaille pour les Nations Unies ne viennent pas nécessairement du pays où est-ce que la mission allait. Si quelqu'un, par exemple, vient de la France, travaille comme avocat pour les Nations Unies, c'est un exemple, ils ont besoin de se faire amener dans la base ou dans la mission. Fait que nous, on les amène de la capitale à la destination pour qu'ils aient passé... Des fois, ils passent 1 an. Des fois, c'est des rotations 2 semaines on, 2 semaines off. Ça dépend vraiment de leur contrat. Fait que c'est tous des micro-villages dans les pays. Puis nous, on les amène de la capitale du pays, souvent qu'il n'y a pas de vol à l'intérieur du pays pour se rendre en mission. Est-ce que des avions comme ça, c'est des avions comme nous, on connaît? Ou, c'est comme spécial vu que... C'est des plus petits avions. C'est à peu près les 50 passagers. Généralement, les Nations Unies sont beaucoup plus présents en Afrique. Donc, c'est des plus petites pistes d'aéroport. C'est un peu moins organisé. C'est en terre, souvent. Fait que c'est des petits avions à 50 passagers. Fait que c'est 2 types. Le Dash 8-300 puis le CRJ. Fait qu'il y en a un qui est à hélice puis l'autre qui est à jet, dépendamment de où ce qu'il y avait besoin d'aller. Puis, Puis, est-ce que l'avion est plein? Généralement, assez pleine, ouais. Ça, c'est, mettons, c'est les premiers vols qu'on va avoir réguliers, ça va être ça. Après ça, il y a ils appellent ça les rotations de troupes de soldats. Fait que chaque mission a des soldats qui sont assignés à cette mission-là pour protéger le camp, pour faire des missions à l'extérieur du camp, revenir le soir, tout ça. Fait que ça, c'est des soldats qui doivent être là pendant 1 an. Fait qu'après 1 an,
ben mettons, exemple, les Népalais, ben on doit tous les ramener à la capitale. Puis de là, à la capitale, il y a tous les Népalais qui retournent, qui s'en vont faire une autre année après. Fait qu'il y a un échange qui se fait. Fait que là, des fois, on fait, mettons, une semaine de vol sans arrêt juste pour faire les échanges de troupes. Fait qu'il y a ça aussi. Fait que ça, c'est toujours plein. Puis mettons pour les gens, juste oui. comme mettre en contexte, les gens qui nous écoutent, tu sais, mettons les Nations Unies, possiblement que tout le monde sait quand même c'est quoi, mais concrètement, tu sais, ils font quoi? C'est quel type de gens qui travaillent pour les Nations Unies? C'est quoi les métiers? C'est une organisation humanitaire, en fait. C'est mondial. C'est la plus grosse et c'est la plus développée jusqu'à date d'aujourd'hui pour aider les pays en problématiques, soit de guerre, de famine. Fait que c'est souvent... Ils sont affiliés des fois avec d'autres organismes comme le World Food Programme ou bien Oxfam ou name it. Là, il y en a plein d'autres de petits, des fois, qui viennent se rattacher, qui viennent aider avec eux autres. Mais la mission première, c'est de venir en aide à un pays qui est en difficulté pour quelle qu'elle soit raison. Puis le genre de personnes qui travaillent, que vous transportez, c'est quel type d'employés? C'est ça. Ben, c'est un peu de tout. Parce que comme tu vas avoir des avocats, tu vas avoir des intervenants, des gens qui travaillent en politique, qui sont en lien avec le gouvernement, qui vont essayer de faire en sorte que le pays va devenir plus stable avec des négociations. Parce que tous les pays, pas tous, mais beaucoup de pays font des dons, soit en argent, en personnel ou en matériel. Fait que c'est comme ça qu'ils viennent en aide à ces pays-là. Puis de là, ben... Puis ça peut être aussi des électriciens, parce que dans les petits villages, ben tu as besoin du monde de partout, des cuisiniers, tu as besoin de vraiment tout pour faire fonctionner ces camps. On appelle ça un camp. Fait qu'il y a vraiment, vraiment de tout ce que tu peux penser que tu vas avoir besoin quotidiennement, plus tous les gens qui vont intervenir dans le pays puis qui vont venir aider. C'est comme une petite communauté. Exact. OK. Ouais. Puis, mettons... vas-y. Je m'en ai dit, j'imagine que c'est à ce moment-là que tu as découvert l'Afrique ou tu l'avais non, déjà j'avais visité? jamais mis les pieds en Afrique avant que parce qu'on a fait la formation, puis là, pendant la formation, ils nous disent, bon, mais là, tu vas être assigné à tel pays. Puis là, OK. Puis moi, c'était le Sud-Soudan, la première destination, qui n'était pas la plus glorieuse, si je peux dire. Fait que j'étais un petit peu stressée. Mais j'avais réussi à me mettre en contact avec des gens qui avaient déjà été basés là. Fait que je savais un peu à quoi m'attendre. Mais ouais, c'est ça. Parce que là, il faut que tu habites là-bas, dans le fond. Ouais. Fait que là, les rotations, c'est 2 mois. Fait que tu es là-bas pendant 2 mois. Après ça, tu as 2 mois de congé. Puis là, c'est comme ça, sans arrêt. Puis tu peux faire changer de destination dépendamment des besoins que la compagnie a. Donc, je me rappelle que j'étais stressée. Là. Le premier vol. T'avais quel âge à ce moment-là? C'était en 2016. Donc... ça fait 9 ans, là. Oui, c'est ça. Ouais. Puis quand tu parlais de formation, c'est qu'eux, quand ils t'engagent, ils t'offrent une formation différente de ce que tu as appris dans tes cours. Oui, bien en fait, la formation de cours de l'école que j'ai fait, c'est une base pour comprendre un peu c'est quoi le métier d'agent de bord. Puis c'est là qu'on parle d'amener tout ce qui est la sécurité, que souvent on n'est pas au courant que c'est nécessaire pour le métier. Mais chaque compagnie aérienne est dans l'obligation de te former en tant qu'agent de bord. Fait que c'est pas ton diplôme te donne pas automatiquement le droit de dire demain matin je vole tel avion pour telle compagnie. Eux, ils doivent te former. Tu as des examens à passer qui est assez rigoureux. On appelle ça des drills, c'est des mises en situation. Puis que là, faut que tu réagisses selon les procédures établies par la compagnie qui est approuvée par Transport Canada. Puis de là, ben une fois que tu as passé tout ça, ils disent you're good to go. Tu t'en vas, peu importe où ce que tu as pour cette compagnie-là. Sinon, mais, par exemple, Nolinor ou Sunwing, mais tu commences à te faire donner des vols, dans le fond. OK. Ouais. Donc là, ton premier contrat, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, c'était au Sud-Soudan. Ouais. OK. Géographiquement, c'est où? C'est centre de l'Afrique, un peu au sud. Tu as le Soudan qui est juste au nord, il y a longtemps, quelques années, c'était un pays, mais là, ils ont été divisés dû à des problèmes de guerre politique. Donc, c'est très, très chaud, c'est désertique, c'est... comment je pourrais dire ça? C'est très choquant parce que c'est pas quelque chose, c'est pas l'Afrique que tu peux t'imaginer comme on voit dans les magazines ou dans la télé, comme le Kenya, que tu vas faire des safaris. Il n'y a pas grand-chose. C'est des pays qui est très difficile aussi pour la violence puis tout ça. Fait que faut que tu fasses attention. Fait que c'est ça, j'arrivais en plus tard le soir. Fait que la premier vol, je mettais les pieds en terre africaine très tard le soir. Fait que j'étais très nerveuse de quand tu sors de l'aéroport. Puis là, tu dis, tu vas avoir telle personne qui va t'attendre avec ton nom. Puis, OK, au moins, il y avait quelqu'un qui prenait en charge. Oui, mais tu sais, je l'ai jamais vu. C'est-tu vraiment... Tu sais, tous les scénarios que tu peux te mettre quand t'es la première fois que tu atterris. Fait que finalement, ça s'est super bien passé. T'habitais dans un hôtel, mettons, pendant ce temps-là? On a des maisons assignées ou bien si c'est trop dangereux, ils sont dans les camps.
C'est trop dangereux. C'est pas que c'est dangereux dans le sens où tu vas te faire attaquer n'importe quand, mais c'est juste pour prévenir des problèmes à long terme. Aussi qu'il n'y a pas de maisons à louer qui sont assez comme standardisées pour nous. Pas qu'on est prétentieux dans rien, mais dans le sens pour la sécurité exact, ou pour pas tomber malade. Il y a plein de raisons pourquoi il faut qu'il y ait un certain standard. Fait que c'est une maison, fait qu'ils sont venus m'amener ils m'ont amené à la maison, puis le lendemain matin, j'ai rencontré l'équipage, puis ça s'est super bien passé. Puis c'est tous des Canadiens. Il y en a qui ont 2 citoyennetés, évidemment, qui viennent de partout dans le monde, mais il faut que tu aies au moins ta citoyenneté canadienne. OK. Ouais. Est-ce que tu as fait plusieurs... Est-ce que tu as eu plusieurs camps de base ou... Oui, j'ai fait... j'ai commencé au Soudan pendant 1 an. J'ai fait 3 rotations de 2 mois. Fait que pendant 1 an, j'étais là. Après ça, j'ai été en Suède. Mais ça, c'est un contrat qui n'était pas les Nations unies. C'était un autre contrat en Suède qui était pour une compagnie là-bas. Fait qu'on c'est comme un peu des passagers Air Suède, mettons, on pourrait dire. Je ne me rappelle pas exactement la compagnie, mais j'ai fait ça pendant à peu près 6 mois, 1 an aussi. Après ça, ils m'ont transféré au Congo, Kinshasa. Il y avait 3 bases au Congo. Fait que j'ai fait les 3 à cette époque-là pendant un an et demi, 2 ans, si je me rappelle bien. C'est là que j'ai rencontré mon conjoint. Ah ouais, au Congo? Oui, on s'est rencontrés au Congo. Parce que lui était pilote. Lui était pilote pour la même compagnie. C'est ça, j'ai atterri dans l'est du pays qui s'appelle Goma, qui n'est pas la capitale. Puis c'est ça, il est arrivé, c'était lui. Puis là, on a fait, coup donc. Est-ce que... là, j'ai 2 questions, mais est-ce que vous vous êtes suivis... après ça, vous avez des métiers qui peuvent quand même se joindre. Là. Fait qu'est-ce que vous êtes suivi dans vos contrats après? Oui, en fait, ça, c'est juste avant le COVID, quand tout ça s'est arrivé. Fait que j'étais au Congo. J'avais fait la Jordanie aussi, c'était juste pour pas oublier. J'étais là aussi, fait que j'avais rajouté ça. Puis là, l'Ouganda également. Mais on était au Congo, on a fait 2 mois là-bas. Lui, après ça, il devait aller au Mali, remplacer un autre pilote pendant un bout de temps. Moi, j'étais en congé, fait que je me promenais. On s'est retrouvés à la même base pour faire un autre 2 mois ensemble. Puis de là, on s'est dit, comme ça, on va-tu faire un trip en Afrique du Sud? Fait qu'on s'est promené, on a loué un camion avec des tentes là, pendant 6 semaines. On a fait tout le sud de l'Afrique, la Namibie, le Botswana. Puis ça, c'était un des plus beaux voyages encore aujourd'hui quand on en parle. C'était génial. Puis de là, nous, on était en Namibie quand ils ont fermé toutes les frontières pour le COVID. Mon Dieu, vous devez capoter. Pas tant, parce qu'on réalisait pas tellement ce qui se passait. On n'était tellement pas sur nos téléphones, il n'y a tellement pas accès à Internet qu'on réalisait pas tellement ce qui se passait. On voyait juste que les campings étaient vides. On était comme, mais c'est bien, il n'y a personne, puis on avait du fun. Mais c'est nos parents, ils nous disaient, là, ça serait le fun que vous reveniez à la réalité, là, c'est grave ce qui se passe, puis tout ça. Puis là, on a fait OK. Fait que quand ils ont fermé les frontières à minuit le soir, on a roulé jusqu'en Afrique du Sud, de Namibie, excuse-moi. On se disait que peut-être qu'il y aurait plus de soins de santé accessibles en Afrique du Sud qu'en Namibie. Fait qu'on a décidé de faire ça, puis on n'a pas réussi à sortir de l'Afrique du Sud à temps. Fait qu'on s'est loué un appartement pendant 3 semaines, parce qu'à l'époque, c'était 3 semaines, ils fermaient tout. On a loué une voiture, on a fait l'épicerie pour 3 semaines, on s'est tout équipé. Puis on avait un ami qui était avec nous en plus pendant ce temps-là. Fait que... on s'est ramassé là à Cape Town pendant 3 semaines en lockdown. Ouais. Puis, dans un appartement. Comment vous avez trouvé votre appartement à Cape Town? Dès qu'on est rentré dans le pays, on s'est mis à regarder Airbnb. On s'est dit tout de suite, parce que tous les gens qui vont essayer de sortir du pays ce soir puis qui n'y arriveront pas vont booker tout ce qui va être disponible. Fait qu'on s'est dit, on va le faire avant que la vague, tu sais. C'est mon chum qui a eu l'idée qu'on a fait. Avec quelque chose qui n'était pas... on a été chanceux, mais on avait une piscine en plus. C'était vraiment cool. Vraiment. Non, puis le coût, ça ressemblait à quoi? Ça ressemble à quoi, mettons, l'hébergement en Afrique? C'était pas super cher. Si je me rappelle, c'est genre 50 $ la nuit, mais je me rappelle qu'on avait eu un deal parce qu'on avait resté comme 3 semaines. C'était pas cher quand même à la base. Vous ne pouviez pas sortir du tout de... On pouvait pas sortir de l'appartement. OK. Ouais. Tu pouvais aller, mettons, à la pharmacie si tu avais une raison d'être là. Mon conjoint, une fois, il est sorti pour aller prendre une marche, puis la police, il a dit non, tu retournes, t'as pas de raison d'être ici. Tu sais, il parlait avec lui, puis il a dit, je prends une marche, j'avais besoin de prendre l'air, à un moment donné, dans ton appartement. Puis il a dit non, puis il l'a ramené à l'appartement. C'était très, très, très sévère. C'était dans les débuts. Mais personne ne comprenait ce qui se passait encore. C'était tellement... Mais c'est quand même... Mais vous, est-ce que vous stressiez, mettons, de ne pas avoir été capable de retourner? Non, parce que nous, on se disait, on est en congé, on est en Afrique. Si on a besoin d'être retourné sur un déploiement en Afrique, on est tellement plus proche qu'au Canada. Fait qu'on se disait, ils vont nous appeler. Est-ce qu'ils continuent de travailler, les Nations unies? Oui. En fait, nos collègues qui étaient sur le terrain, quand tout ça est arrivé, eux ont resté là pris pendant presque 6 mois. Ils ne pouvaient pas sortir de là. Ouais, ça a été
quand même difficile pour beaucoup d'endroits. Oui, c'est ça. Nous, on a finalement, après plusieurs semaines, le Canada a fait des vols de rapatriement. On a réussi à se mettre sur un vol de rapatriement. Puis on est revenu au Canada parce qu'on ne savait pas combien de temps on allait être là. Puis on se disait, à un moment donné, ça coûte cher de rester là pendant longtemps. Puis d'être pris dans un appartement là-bas tant qu'à ça. Oui, c'est ça. Tu vas être ici. C'est exact. Si on revient aux endroits où est-ce que tu as habité dans ce cadre de ce travail-là, tu disais le Sud-Soudan, la Jordanie. Le Sud-Soudan, la Jordanie, le Congo, l'Ouganda, le Soudan aussi, c'est vrai, j'ai oublié. La Suède. Je pense que c'est à peu près ça. Justement, je vais en oublier, mais ça va revenir. Est-ce que quand tu étais dans toutes les destinations, t'as pris le temps ou t'as eu le temps de visiter l'endroit? Oui, un peu. C'est sûr que c'est pas des endroits que c'est facile de visiter parce qu'il y a quand même un danger autour. Il faut que tu restes aux aguets. Surtout en tant que fille, femme, dans ces pays-là, des fois, c'est pas aussi respecté ou tu peux sentir qu'il y a comme un niveau de risque un peu plus élevé. Il y a certains contrats qu'on pouvait travailler jusqu'à 6 jours semaine. Fait que des fois, on était tellement brûlés que la 7e journée, quand on avait congé, lavage, on refait des repas, puis ça repart. D'autres contrats, c'était beaucoup mieux. On pouvait aller comme 2-3 fois par semaine. Ça, c'était vraiment le fun. Fait que là, on pouvait dire, on passe une journée, on s'en va visiter telle affaire, un parc, n'importe là, on pouvait se promener un peu. Mais rarement, les fois, on pouvait comme partir puis dormir à l'extérieur du camp ou de la maison puis revenir parce que là, tu sais, c'est toujours un peu sur appel. S'il y a une urgence médicale, s'il y a quelque chose qui se passe, si nous, on est comme tout le temps assignés pour aller chercher ces gens-là dans des zones qui sont plus difficiles d'accès. Donc, il fallait tout le temps rester un peu plus proche, là, tu sais. Puis, dans le fond, tu visites, quand tu peux visiter, puis quand tu habitais dans des maisons, c'était avec d'autres agents de bord. Oui. Ou des pilotes? Au complet. Okay. Oui, fait que tu avais... c'est des avions à 50 passagers. Fait que 40 à 50 passagers de besoin d'une agent de bord par avion. Fait qu'on était souvent les seules filles. Il y a quelques gars aussi qui sont agents de bord, mais souvent, c'est la seule fille. Il y avait peut-être 1 ou 2 pilotes qui sont des filles également. Fait que la fille, elle faisait souvent protégée par l'équipage, qui était vraiment rassurant. Puis c'est vraiment comme une petite famille. Fait que tu avais souvent une agent de bord, 2 pilotes, évidemment. Puis tu avais 2 mécaniciens. Et puis, certaines bases avaient un base manager qu'on appelait. Fait que c'est lui qui, dans le fond, qui supervisait que tout se passe bien, qu'il y avait la connexion avec la mission, qui, dépendamment des besoins. Puis comme ça, bien... Il s'occupait, dans le fond, de louer les maisons, d'avoir les véhicules, d'avoir tout en place. Okay. Vous travaillez toujours en même temps, dans le fond. Vous arrivez à la maison en même temps, puis vous repartez de la maison. Oui, on est dans le même auto. Des fois, c'est des appartements, comme un à côté de l'autre. Fait que des fois, on n'était pas tout le temps ensemble, mais des fois, c'est une grande maison, fait qu'on mange tous ensemble, on se voit tout le matin ensemble. Fait que ça pouvait dépendre un peu des... On avait tous chacun nos chambres puis une salle de bain. Fait que ça, c'était c'est toujours la même équipe avec qui tu travaillais? Oui, puis non, ça peut dépendre un peu de quand ta rotation finissait. Fait que quelqu'un pouvait dire, moi, j'arrive, 3 semaines après, bon, mais le pilote a fini sa rotation, c'est un autre pilote qui arrive. Fait que ça changeait un peu, mais tu pouvais passer des bons moments avec des bons stretches avec eux. T'as comme quand même pu apprendre à connaître ton chum rapidement. Parce que tu passé gros du temps avec. Vraiment, ouais, ça a fait zoup! On s'est connus vraiment rapidement. Ouais. Mais c'est le fun aussi parce que, tu sais, c'est dans d'autres compagnies d'aviation, tu vas rencontrer ton équipage, puis tu vas peut-être plus jamais leur voir. Ces gens-là, tu sais, même si tu les as adorés, ça a super bien été, ou comme tu as moins bien été, c'est jamais avec qui tu voles, puis ça va... Exact. Ça se peut que tu leur vois jamais, comme tu dis. Là. Puis est-ce que tes tâches sont les mêmes que pour les autres compagnies aériennes pour lesquelles tu as travaillé? C'est un petit peu plus large comme responsabilité. Je te dirais, il n'y a pas beaucoup de services qui se font dans ces vols-là, parce que c'est des vols qui sont généralement très courts, mais tu en fais plusieurs dans la même journée. Fait que c'est des petits vols à l'intérieur du pays. Chaque pays a sa mission. Fait que un avion va être assigné à une mission. OK. Fait que dans le pays, tu vas voyager. Des fois, tu vas aller à l'extérieur pour des missions spéciales, ou si le pays est trop dangereux pour y vivre, on va vivre dans un autre pays, puis on va y aller à tous les jours dans ce pays-là. Ouais. Ça, c'est comme en Jordanie, la mission était au Yémen, en fait. Mais c'était trop dangereux pour y vivre. Donc, ils nous assignaient à la Jordanie, puis de là, on amenait les gens arrivaient en Jordanie pour travailler au Yémen. On les débarquait, eux allaient dans leur camp ou dans leur établissement, puis nous, on les ramenait. Puis, les vols, c'est quoi? C'est 45 minutes, 1 heure, généralement? Oui, entre 30 minutes puis 1h15, je dirais. OK. Ouais, au maximum. Fait que fait que c'est ça. Il n'y avait pas de service. On donnait des bouteilles d'eau à faire de même parce qu'il fait tellement chaud. Ça. Des fois, t'as pas le choix, tu sais. Puis sinon, ben tu devais peut-être dealer un petit peu plus. Tu sais, tu fais un peu l'agente de gate, la gate agent. Okay. Je cherche le mot en français, mais
l'agente de Comme comptoir. l'embarquement. Oui, excuse, ouais. OK. Fait que des fois, tu fais un peu ce job-là pour les Nations Unies. Fait que tu vas aller dans le petit terminal, prendre les noms. Des fois, t'assurer que tu as le nombre de passagers. OK, c'est bon, on est prêt. C'est toi qui vas les amener à l'avion. Tu as un petit peu plus de ça à faire. J'ai déjà loadé des bagages. J'ai déjà arrivé. Tu sais, à un moment donné, quand t'es juste toi puis les pilotes, puis des fois, il y a un mécanicien à la barre, mais tu te dis, on met toute la main à la porte, parce que sinon, tu décolleras pas. Non, c'est ça. Puis là, t'as chaud, puis tu veux partir. Exactement. Puis il faut que tu sois en pantalon. Tu sais, les filles, on n'a pas le droit de mettre de short ou de jupe. Fait que tes pantalons noirs puis la chemise, il faisait chaud. C'est clair. sûr, Ouais. c'est clair. Puis, quand, mettons, t'habitais dans un campement, Ouais. ça ressemble à quoi un campement? Est-ce que c'est comme un village avec des maisons ou c'est... Des tentes. Ou des... Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Parce que moi, campement, c'est des tentes. On dirait dans ma tête. Fait que Ben, explique-nous, c'est ça pas ressemble à loin. quoi? C'est pas loin. En fait, quand on dit des campements, c'est souvent il va y avoir une clôture qui va faire le tour, puis là, il va y avoir des postes, puis là, les soldats qui sont assignés à cette mission-là vont être tout le temps en supervision. À l'intérieur, c'est souvent des containers, des genres de gros containers qui vont mettre des portes, des fenêtres, qui vont faire des salles de bain. Fait que quand une mission ferme, c'est facile de défaire puis d'amener ça ailleurs. Fait que souvent, les campements qu'on va voir vont être assignés à d'autres missions avant, puis on va les retrouver dans d'autres places. Quand c'est des missions qui sont un peu plus longues, des fois, ils vont construire en béton, en bloc de béton, OK. des bâtiments plus permanents, là, dépendamment de ce qu'ils ont besoin. Mais c'est pas luxueux, c'est pas des maisons. Puis des fois, il y a des tentes, là, des grandes tentes, dépendamment quand c'est temporaire, ils vont... Comme on voit dans les films. Là, Oui, genre. exactement. Oui, exactement. Puis, est-ce que... tu sais, c'est des endroits plus reculés ou est-ce qu'il n'y a Ouais. pas nécessairement un aéroport, là, j'imagine? Là? Donc, t'atterris où? Puis... Ils font un aéroport. C'est ça OK. qu'ils font. Ouais, ils font souvent, c'est que la mission va construire un aéroport sur c'est comme en terre battue. Fait qu'ils vont amener de la machinerie pour essayer de faire ça. Des fois, il y en a déjà une qui était là. Ils vont juste la remettre utiliser pour pouvoir l'utiliser. Puis, ouais, fait que des fois, c'est très rustique. Des fois, il y a beaucoup de trous émaganés. Puis, c'est pas rare qu'on entendait les pilotes, là, ce serait le fun que vous répariez la piste parce que là, nous, on viendra pas. Ou bien, il y a une section de la piste qu'on peut plus utiliser parce que quand c'est la saison des pluies, ça détruit toutes les terres. Fait qu'il y avait, ça arrivait, fait qu'on était limité dans les poids qu'on pouvait amener. Fait que des fois, on avait un peu moins de passagers parce qu'il y avait une section de la piste. Fait que tout ça, ça engendre. Les pilotes, ils doivent trouver ça plus difficile Ouais. là, que, mettons, travailler justement pour Air Transat. Là, ça Ouais, doit être, ouais. Non, c'est sûr que c'est deux mondes complètement différents. Puis, tu sais, vu que mon chum était pilote, ben, il m'en disait plus. Puis j'aimais ça apprendre aussi, de comprendre comment du pourquoi des choses qui pouvaient se passer. Mais difficile, peut-être pas difficile, mais c'est un challenge. Puis je pense que si tu travailles là, c'est parce que tu aimes ce genre de challenge-là. Tu sais. Fait que ça Puis amenait. est-ce que, tu sais, je comprends qu'ils construisent une piste, Ouais. là, mettons, mais est-ce que quand ces gens-là embarquent dans l'avion, tu sais, est-ce qu'il y a une sécurité? Est-ce qu'il y a... Oui. OK. Faut quand même, vu que c'est une compagnie canadienne, faut qu'on réponde aux standards de Transport OK. Canada. Fait qu'on est quand même puis en plus de ça, les Nations Unies font des audits sur nos procédures. Fait que ça doit répondre aussi aux standards des Nations Unies. OK. Parce que d'autres pays, par exemple, je sais pas moi, le Sud du Soudan, ben, n'ont pas un aussi grand éventail de procédures que ce qu'on pourrait trouver au Canada. Mais si une compagnie du Sud-Soudan décide de travailler pour les États-Unis, les Nations Unies, il faut quand même qu'ils répondent aux mêmes standards. Donc, oui, il y a un certain niveau de sécurité qui doit être respecté. On fait quand même les démonstrations en bord. On a des briefings à faire. Toutes les plaques d'approche, ça, c'est tout standardisé aux normes des deux, en fait. OK. Fait que les gens sont en sécurité. Oui. 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 Fait que là, mettons ton parcours, t'as fait ça pendant comme un... C'est un bon 6 ans, oui. Pour les Nations Unies, Oui, ouais. c'est ça. Ouais. Puis après ça, tu t'es tanné ou tu t'es dit j'ai ben, besoin d'un autre défi? Oui, ben en fait, c'est un peu le COVID, encore une fois. C'est arrivé pendant le COVID. Mon chum, il n'y avait plus de contrat pour le petit avion que lui volait en Afrique pour une bonne période de temps. Puis on avait besoin d'un peu de changement. Fait qu'on s'est dit, on va essayer autre chose. Fait que on est revenu au Canada, puis on a appliqué à plusieurs compagnies. Puis lui, il a travaillé pour une compagnie de cargo. Puis moi, j'ai été engagée par Air Canada. Fait que c'est là que j'ai commencé. Mais j'ai commencé comme instructeur directement. J'ai jamais volé en tant qu'agent de bord avec eux autres. J'ai tout de suite eu le poste d'instructeur. Puis c'était parfait. J'avais besoin d'être au sol pendant un petit bout de temps, de retrouver un peu parce qu'on n'avait pas de maison, on n'avait pas rien. Tu sais, j'avais pratiquement rien au Canada. J'étais même plus résidente du Canada pendant tout ce temps-là. Donc, on dirait que j'avais comme besoin un petit peu de me retrouver, de mettre les pieds au sol. Oui, exact. Ouais. Ouais. Fait que là, vous êtes loué un appartement. Puis, fait que, en fait, la compagnie à mon chum m'a dit, on a plusieurs bases.
base, qu'est-ce que vous voulez? On a décidé Vancouver. OK, c'est à ce moment-là que vous êtes partis. Oui. Bien, Vancouver, ça, encore une fois, c'est la mer, les montagnes qu'on a fait. OK. On s'est installé là, on a un petit appartement. Puis on s'est dit, on va l'essayer. Puis on a nous autres, il faut que ça bouge tout le temps un peu. Fait qu'on s'est dit, on va l'essayer un bout de temps. Puis si ça fait pas, ben, gars, on repart les petits. Puis on va essayer d'autres choses ailleurs. Il n'y a pas de problème. Puis finalement, on a aimé ça. On a aimé ça, c'est la montagne. Ouais, c'est ça. C'était très relax. C'est une autre vibe qu'à Montréal, l'Ouest canadien. Puis en Afrique aussi, là? Aussi, ouais. Très, ouais. Puis, c'est ça, avec le fil du temps, ben moi aussi, j'ai eu mon emploi après que lui ait eu son emploi. Fait que j'ai pris la base de Vancouver. Fait que c'était... c'est installé là. Ça fait 3 ans maintenant. Puis là, en ce moment, tu es instructrice. Ouais. OK. Ouais. Fait que concrètement, qu'est-ce que tu fais? Ben, faut que je fasse ma formation comme d'agent de bord. Faut que j'aille la même certification qu'une agent de bord. Puis après ça, ben là, j'apprends à être instructrice avec eux autres. Donc, en fond, c'est les agents de bord, ils viennent tous les jours ou pendant 2 jours refaire leur licence, qu'on appelle, ou refaire leur qualification pour avoir le droit de revoler pendant 1 an. Fait qu'ils viennent, il y a un paquet d'examens qui doit être fait dès la première journée sur chaque avion qui vole. Puis Air Canada, on sait qu'il y en a beaucoup. Fait que c'est une grosse charge mentale. Après ça, ils revisent une partie de ce qu'ils ont à réviser. Fait que ça peut être, mettons, comment utiliser un radeau, comment utiliser... je sais pas moi, des instincteurs, des oxygènes. Fait que chaque année, ça change un petit peu. Fait que ça, c'est après ça, ils revisent tout ça, on les évalue, puis on les aide un peu à s'ils ont des questions, puis tout ça. Puis le lendemain, ils appellent ça des drills. Ben, ça dépend des journées, on peut les mélanger un peu, mais aussi, ils vont faire toutes leurs commandes. Fait que, tu sais, quand les films, qu'on les entend là, crier « l'emergency, bang over », tout ça, il faut qu'on leur fasse faire sur chaque appareil. OK. Puis là, on les évalue, puis ils ont une certaine chance de leur faire si jamais ils échouent. Une fois que ça c'est fait, après ça, c'est une drill ou une situation qui est en équipe. Fait que ça va être de 3-4 agents de bord. On va les mettre dans un espèce de petit simulateur avec une cabine, puis on va leur donner des scénarios qui ne savent pas ce qui s'en vient, puis on regarde comment ils réagissent, puis comment ils appliquent les procédures. Puis là, ben, encore une fois, on évalue ça. En équipe. Ouais. Fait que ça, c'est sur 2 jours. Donc, puis je pense qu'il y a à peu près 10 000 agents de bord chez Air Canada. Fait que Quand même. on est à temps plein avec ces 2 journées-là. Fait qu'à tous les jours, ça recommence. Il y a une journée 1, une journée 2. Sinon, c'est la formation initiale qui est de 8 semaines. Fait que quand ils engagent, on est là pendant 8 semaines. Puis là, on passe à travers tout le matériel, puis avec les examens, puis ça. Un peu comme vous savez. Ouais. Mais toi, est-ce que tu as fait un cours de plus pour être instructrice ou tu... Non, en fait, avec le temps, dans les autres compagnies, j'étais un petit peu instructrice à temps perdu ou, tu sais, j'avais des petites assignations d'instructeurs, de trainers qui appellent. Fait que j'avais un petit peu d'expérience. Mais Air Canada nous forme comme instructrice après avoir formé comme agent de bord. Fait qu'une fois que tu as fait tes 2 formations, là, après ça, tu rentres sur le plancher. Ouais. Puis est-ce que ton souhait, c'est de faire ça, tu sais, encore pour le moment, ou c'est de revoler à un moment donné? J'aimerais ça revoler à un moment donné. Je sais pas encore. Comme là, ben, en ce moment, je suis instructrice, mais je suis en congé de maternité. Fait que je prends ce temps-là un peu pour la vie de famille et tout ça. Mais je me dis, quand que je vais avoir fini mon congé, je sais pas si je vais retourner comme instructeur ou je vais vouloir voler. Ça me manque un peu aussi. Mais je sais pas comment on va réussir à faire nos horaires avec mon chum et le bébé. Fait que on va voir ça quand ça. Mais c'est sûr que c'est pas la dernière fois que je vole. J'imagine qu'il y a possibilité que tu puisses prendre des vols qui sont moins longs ou comme moins... ouais, c'est ça. Qui défont moins ton horaire ou ta routine de vie. Ouais, c'est ça. Mais jet lag, là, mettons. Ton fuseau horaire. Ouais, fuseau horaire, ouais, c'est ça. D'autres, là, justement, pour que tu puisses être là pour ton enfant. Puis, exact. Il y a beaucoup de mamans qui décident de prendre des petits vols, mettons, qui font Vancouver, Calgary toute la journée, puis que le soir sont chez eux. Puis, fait que tu peux trouver un terrain d'entente. Ouais. Mais toi, est-ce que ben, en fait, tu l'as presque jamais fait, tu sais, partir, exemple, faire un vol en Allemagne, mettons. Ouais. Ben avec Sunwing, on l'a fait un peu, mais c'était plus en Amérique latine puis les Caraïbes. Fait que tu pouvais partir 2-3 jours, venir. C'est quelque chose que tu aimais? Ou? Oui, j'aimais ça parce que les journées de congé, tu as aussi 3-4 jours de congé. C'est pas juste 2 jours, 5 jours, comme la majorité des gens. Fait que j'aime vraiment beaucoup ça, ce style de lifestyle-là. Puis chez Nolinor également, c'était comme ça aussi. Fait que, on pouvait partir soit une journée, soit 3 jours, on venait une journée. C'est tout le temps un peu comme ça, les horaires. Les Nations Unies, c'était particulier à ça parce qu'évidemment, tu peux pas dire, voilà, toutes les semaines, c'est beaucoup trop de jet lag. Ouais. Mais les compagnies en général, c'est ça. Fait que tu travailles une quinzaine de jours par mois, dépendamment si c'est plus ancienne, si tu fais des plus longs vols, tu vas peut-être faire plus 10, des fois ça va peut-être un peu plus 20, ça va dépendre.
Fait que ça peut être intéressant quand même. Oui, c'est ça. J'aimerais ça, peut-être. Quand tu as habité, quand tu as travaillé pour les Nations Unies, est-ce qu'il y a des pays où est-ce que tu t'es senti pas en sécurité? Est-ce qu'il y a des endroits où est-ce qu'il y a eu des moments où est-ce que tu as eu peur? Ou est-ce que tu te sentais moins safe? Oui, c'est sûr que tu restes toujours à l'affût de ce qui peut se passer autour de toi. Puis mes parents m'ont toujours dit, garde tes petites antennes allumées parce que tu sais jamais comment ça peut être interprété culturellement ou aussi par rapport à la situation du pays. Oui, tu sais, en Centrafrique, c'est vrai, République de la Centrafrique, j'étais là pendant un bout de temps aussi. Ça, j'ai eu de la difficulté. On a eu une longue histoire courte. Il y a quelqu'un qui est rentré dans nos maisons à 4 heures du matin pour essayer de voler. On n'a jamais été capable de les trouver, de les voir. En tout cas, longue histoire. Ça, j'ai trouvé ça difficile. Ouais, ça m'a créé une insécurité. Ben, je me disais, là, c'est que je suis plus en sécurité dans ma maison. Fait que j'ai eu de la difficulté à finir mon 2 mois. Je pense que je l'ai même pas fini. Ils m'ont renvoyé à la maison. J'ai dit, OK, prends un pause. Ouais, ça a été un des gros événements qui s'est passé. Un traumatisme, clairement. Clairement. Dans le fond, les gens sont rentrés. Oui, ben en fait. À ce moment-là, tu habitais dans une maison. C'était une plusieurs maison. chambres? C'était comme 4 unités de condo. OK. Puis il y avait les mécaniciens dans un condo. Moi, j'étais avec un pilote. Il y avait un autre pilote. Puis la base manager était dans un autre. Fait qu'on était toutes ensemble. Puis je me suis réveillée. Puis l'air climatisé marchait plus. Puis là, je me suis rendue qu'il n'y avait plus d'électricité. Puis là, j'ai comme entendu du monde. Puis j'ai senti qu'il y avait quelqu'un dans l'appart. Puis j'ai vu une flashlight. Puis j'ai allumé mon téléphone. Puis j'ai juste entendu sortir. Okay. Fait que ils ont fermé l'électricité, en fait. Ouais. Pour pas qu'on arrive à allumer les lumières pour les. Ben, c'est ce qu'on pensait, ce qu'on les a jamais su, c'était qui. Parce qu'on travaille aussi avec des gens locaux, tu sais, nos chauffeurs. Parce que des fois, on peut pas conduire les véhicules à cause de nos permis. Il y a plein de règlements. Fait qu'on a des chauffeurs locaux. On peut avoir des gens qui viennent nous aider, les gens qui viennent faire le ménage. Fait qu'ils voient ce qu'on a. Ils voient qu'on a. Tu sais, on a beaucoup d'argent en cash avec nous. Parce que c'est pas partout qu'ils prennent les cartes de crédit. Fait qu'ils savent qu'on a ça. Fait que c'est toujours un petit peu, là, faut faire attention. Puis, ouais. Fait que ça a été un événement où j'ai eu un peu peur. Sinon, des plus challengeants. Tu sais, j'ai fait des vols au Soudan où il y a eu comme des fusillades et de la guerre pendant 3-4 jours. Puis là, une fois quand c'était calmé, ils ont dit, ben là, vous allez y aller, puis vous allez chercher les gens qui sont blessés. Tu sais, ça a été... Ils sont blessés? Ouais. OK. Ça a été aussi un autre épisode quand même très difficile d'arriver là-bas. Puis là, tu sais, c'est dans des pick-up en arrière avec un matelas complètement sale, quelqu'un en sang. Puis là, il faut qu'il l'amène dans l'avion. Ouais, on a des civières qu'on amène dans l'avion. Il y a une dame qui avait un enfant qui a été blessé par balle, puis elle me le donnait, puis elle était comme, juste le ramener à l'hôpital, tu sais, puis c'était comme, le cœur t'arrête. Tu peux pas, toi? Moi, c'est pas moi qui décide qui embarque dans l'avion, là. Fait que ça a été tough. Puis on a fait ça pendant 4 jours non-stop, là, du Darfour jusqu'à Khartoum, qui est la capitale, pour les ramener, pour essayer d'en sauver le plus qu'on veut. Mais ça a été... C'est vraiment difficile, je comprends. Fait que c'est pas peur dans le sens où j'étais pas comme ma sécurité est en jeu dans ce moment-là, mais c'était challengeant. Vraiment. Ouais, vraiment. Puis toi, t'étais la seule agent de bord, fait que t'étais la seule parmi les gens, mettons. Ouais, je suis la seule en arrière. Dans ces vols-là, il n'y avait pas les mécaniciens. Fait que des fois, ils volent avec nous, mais pas dans ce cas-là, ils n'étaient pas là. Puis ils parlent pas la langue. Ils parlent, tu sais, au Soudan, ils parlent musulman ou ils ont leur dialecte de leur région. Il y avait un petit garçon, il y avait une civière, il avait 12 ans, puis il pleurait, puis il maximisait les sièges pour les gens qui étaient blessés. Fait qu'il pouvait pas amener quelqu'un pour les accompagner. À moins que, tu sais, je me rappelle, il y en avait peut-être 1 ou 2 qui avaient comme une personne avec eux autres, là, mais notre petit garçon, il avait jamais pris l'avion, puis là, il pleurait, puis j'essayais juste de dire ça va aller, ça va être correct, là, puis il comprenait pas ce que je disais, puis là, je voyais d'autres gens qui étaient aussi blessés, mais qui essayaient de le réconforter, c'était comme ouais, mais tu fais ce que tu peux, puis tu sais, en même temps. Puis il n'y a pas de personnel médical, là, dans des ce fois, genre il va de en avoir. situation-là? OK. Des fois, il va y avoir des médecins ou des infirmières qui vont venir avec nous, mais là, ça, c'était comme en tant que catastrophe. Il fallait juste les ramener. Donc, il n'y avait pas d'infirmières à bord. Puis, il n'y avait probablement même pas d'infirmières dans ces petits villages-là. Là. Fait que, c'était comme... Il y avait un petit kit de first aid, quelqu'un a fait un bandage, go. Là. Je me rappelle, le genre de blessures qu'il y avait, ces gens-là, est-ce que... Il leur manquait des membres? Est-ce que... Pas des membres, mais c'était des bandages, tu vois, qui étaient en plein de sang, fait qu'ils avaient reçu des balles dans la tête ou des balles dans... Tu sais, c'est beaucoup ça, là, des blessures par balle dans les membres, fait que c'était comme tapé. Ouais. Puis ça t'est arrivé une fois, mettons, dans... Ouais, cette fois-là, c'était comme la plus intense, mais des évacuations médicales, on en a fait beaucoup, là. Puis souvent, c'est parce que...
s'il y a la guerre. Un conflit. Oui, ça peut ok. être un conflit ben ça, c'est des gens des locales, en fait. Puis c'est une entente qu'il y avait eu avec le gouvernement local de ramener ces gens-là. Parce que Ok. c'était pas des employés des Nations Unies, en théorie. Tu sais. Donc, ça, c'était plus un cas spécial, une mission spéciale qu'ils appellent. Mais sinon, ça peut être pendant le COVID, on a eu plusieurs personnes. Parce qu'on est retourné, finalement, on a été capable de retourner en Afrique pendant les 2 ans du COVID pour aller travailler, puis on était redevenus travailleurs essentiels. Puis il y avait beaucoup de gens qui avaient le COVID, donc on les ramenait avec une infirmière. Fait que c'est des employés qui attrapaient le COVID en fin fond du Congo. Puis là, ben, il fallait qu'ils sortent de là, sur respirateur, aux affaires de même. Ça, j'en ai vu une couple. Sinon, ça peut être des soldats qui allaient faire des missions, mais qui, ils se blessaient, ils se cassaient une jambe parce qu'ils tombaient en bas de quelque chose ou il arrivait quelque chose. Fait que là, il fallait qu'ils reviennent. Fait qu'on en faisait quand même, Allô, c'est Véro de chez Fuseau. Aujourd'hui, on parle d'une destination de rêve. En fait, qui fait rêver beaucoup, mais qui est loin. L'Australie. C'est sûr et certain qu'elle peut paraître intimidante, mais l'important, c'est vraiment de bien cibler son itinéraire. Au minimum, on va te recommander 1, 2, 3 semaines, c'est sûr. De choisir peut-être 1 ou 2 régions à découvrir vraiment en profondeur. Que ce soit le Nord tropical, le Centre Rouge ou la côte Est, que ce soit faire la plongée, de la randonnée, de partir en van, tout ça, c'est possible. Mais comme c'est grand, vaut vraiment mieux bien choisir tes déplacements pour être sûr d'éviter beaucoup de pertes de temps à destination. Chez Fuseau, ce qu'on aime avec l'Australie, c'est que ça s'adresse vraiment à un profil de voyageur très large. Que tu sois en couple, en backpack toute seule ou en famille, c'est vraiment une destination qui peut plaire à tous. Comme on parlait tantôt, l'itinéraire fait toute la différence aussi. Mais ce qui peut vraiment être intéressant, c'est que tant qu'à se rendre aussi loin, souvent on va faire un beau duo avec soit les îles Fidji, la Polynésie française ou avec la Nouvelle-Zélande. Fait qu'on a vraiment toutes sortes de produits à te proposer. On peut même te bâtir un itinéraire sur mesure. Donc vraiment, c'est selon tes envies, que ce soit le vol, l'hébergement et avec les activités. On a même la location aussi de van. Donc c'est vraiment des belles expériences que tu peux faire en autotour pour traverser le pays au complet. Donc, tu nous confies ton projet et nous, on s'assure de t'organiser le plus beau voyage parce que même si c'est loin l'Océanie, ça vaut vraiment le détour. Pour plus d'infos, fuseauvoyage.com. Puis est-ce que toi, tu as été... Parce que, tu sais, tantôt, tu parlais que justement, mettons, au Sud-Soudan, c'était... Au niveau médical, il y avait peut-être moins accès... Vous aviez peut-être moins accès aux soins. Ouais. Est-ce que c'est arrivé que tu aies à consulter au niveau Oui, médical c'est là-bas? arrivé que moi, je tombe malade. Ben, il y a beaucoup de malaria en Afrique. Hein, donc, c'est une maladie que on est très exposé. Moi, par chance, je l'ai jamais eu. Mon chum l'a eu, je pense, 4 ou 5 fois. Ah ouais? Ouais, Ça, c'est par les insectes, hein? Oui, ça, la exactement, les insectes. Il y a 4 souches, puis dépendamment de la souche que tu attrapes, tu peux vraiment tomber malade assez sévèrement. Mais les base managers, ils connaissent les maladies. Tout le monde est très, très à l'affût de ça. Fait que si tu sens les symptômes, tu le sais tout de suite. On va faire un petit test, puis là, ben, tu prends les médications, puis ça se passe bien. Tu sais, d'habitude, il n'y a jamais de problème. Mais sinon, j'ai eu la typhoïde pendant... la typhoïde, pendant 1 mois. C'est quoi? C'est une maladie qui... ça attaque, je pense, l'estomac. Ça peut attaquer le cœur à un moment donné. C'est que tu dors pas. Un des symptômes, c'est que tu dors jamais. Tu deviens insomniaque. C'est tellement bizarre, là. Ouais, fait que je dormais pas. Puis je comprenais pas pourquoi. Je me disais, je suis fatiguée, je suis malade, mais je ne dors pas. C'est là qu'on a comme fait, il y a quelque chose qui marche pas. Tu vas avoir, mettons, des vomissements, les selles vont, ça va, tu sais, ça va, de la fièvre, name it, tu vois, des sueurs. Donc, j'ai eu ça, mais j'étais traitée par des médecins de l'armée, là, qui avaient comme très peu de ressources. Puis ils me traitaient, puis ça revenait tout le temps. Pendant 1 semaine, ça allait mieux. Là, ça allait pas. 3 jours, ça allait mieux. Puis je disais, voyons, si je fais des traitements de 4-5 jours, ça devrait marcher. Puis ça revenait. Puis à un moment donné, c'est que j'ai parlé avec une médecin au Québec. Puis il m'a dit, après 30 jours, ça peut commencer à attaquer le cœur. Fait qu'il faudrait que tu trouves moyen de... Que ça fonctionne, le traitement. Ouais, là. exact. Donc, ils m'ont rapatrié au Canada d'urgence. Puis je me suis ramassée à l'hôpital ici avec... Mon père venait me voir à l'hôpital avec un soude complet. Tu sais, c'était comme il savait pas ce que j'avais. Mais moi, je savais que c'était ça. Puis... Puis comment ça se... Oui, ben c'est une médecin qui était à l'hôpital, qu'elle a fait des missions en Ouganda, fait qu'elle connaissait bien la maladie. Puis elle a dit, c'est qu'il donnait le traitement des locales. C'est comme la grippe pour nous, ici. Tu sais, on la traite pas nécessairement, mais on a les anticorps en tant que population qui étaient exposés, fait qu'on va passer au travers plus facilement. Eux, si tu leur donnes la grippe, ils vont probablement en décéder parce que ils n'ont pas d'anticorps. Mais eux, la typhoïde, ben, ils sont exposés. Fait qu'ils ont juste besoin d'un 4-5 jours
puis ils sont de retour sur leurs pieds. Moi, je n'avais jamais eu ça. Fait qu'il fallait qu'il y ait un traitement comme de 15 jours, si je me rappelle. OK. Donc, elle m'a dit, c'est juste que dans le écrit fond... à quelqu'un d'ici parce que... Oui, ben, le base manager aussi était tu sais, était comme, il y a quelque chose qui marche pas, là. Tu réponds pas bien au traitement. Fait que, ils m'ont dit, c'est dans le fond, c'est qu'elle te donne, la médecin, elle te donnait comme, elle te sortait du pire de la maladie, mais tu l'avais encore, fait que tu retombais. Fait que c'était constamment ça qui se passait. Puis là, on a dit, on va te faire un 14 jours. Puis là, ça a été. Puis c'est contagieux comme la grippe, mettons? Ouais. Okay. Non, tu touches à des aliments, à n'importe quoi, tu te frottes les yeux, merci, bye-bye. Ben, c'est ce que j'en ai compris, là. Je suis pas docteur, mais Puis est-ce que tu devais avoir des vaccins? Tu sais, pour travailler pour les Nations Unies, j'imagine que tu dois avoir des vaccins. Tu dois avoir tous les vaccins que tu penses qui peuvent exister. Il faut que tu les aies. Ouais, c'est... Puis tu as la fièvre jaune aussi. Tu dois avoir le document confirmant que tu les as. Sinon, dans le pays, ils te laissent pas rentrer. Mais tu peux l'avoir à l'aéroport. Fait que des fois, ils vont te dire, tu l'as pas, ben, on te le donne ici. Puis là, tu dis, c'est-tu stérile, tout ça. Tu n'es jamais comme à l'aise. Mais sinon, toi, pour ta santé aussi, t'es mieux de toutes les avoir. Ouais. Pour te protéger. Non, oui. Puis en termes de conditions de travail, puis aussi, mettons, le salaire, est-ce que c'est différent d'une compagnie aérienne? Oui, c'est quand même différent parce qu'on est payé, c'est salarié dans le fond, quand que je travaillais en Afrique. Je travaillais 2 mois, puis j'étais payée par jour et non par heure. Tandis que les compagnies aériennes ici au Canada, c'était payé de l'heure de vol, pas nécessairement de l'heure à laquelle tu travailles. On en a entendu beaucoup parler dans les dernières semaines, mais ça fait que c'est un peu différent. Puis t'es payé en temps double pour couvrir le temps que tu es en congé. OK. Fait que dans le fond, au lieu d'être payé à l'année, ben, tu es payé aux 2 mois, mais tu es payé en temps double. Fait que tu es payé pour 4 mois en 2 mois. Puis là, ben, tu vas en congé pendant 2 mois. Puis certaines bases, il y avait une prime de dangerosité. Je pense qu'ils appelaient ça. Dépendamment si c'était un petit peu plus dangereux, ben, ils donnaient un petit salaire d'extra. Puis tu avais un per diem en plus. Fait que c'était quand même. C'était une bonne payant. Ouais, t'avais une bonne paye. Là. Fait que pendant 2 mois de congé que tu avais quand même des sous pour pouvoir te promener. Puis, non, on était bien. Justement, c'est quoi que tu faisais pendant ces 2 mois-là? Est-ce que tu voyageais? Tu partais? Oui. Non. Ben, pendant mon 2 mois que j'étais on tour, qu'on appelait, ou à une base, là, je planifiais mon 2 mois congé. Tu sais, je regardais tout ce que je pouvais faire. Je me suis promenée. Souvent, je partais de la mission, je m'en allais directement dans un pays. Fait que je pouvais ne pas revenir au Québec pendant plusieurs mois. C'était vraiment. Puis t'allais vraiment comme dans, tu sais, exemple, en Asie ou en Europe. Oui. Tu sais, je pense que un des premiers tours, si je me rappelle, j'étais allée en Vietnam. Après ça, je suis revenue en tour. Je suis retournée en Nouvelle-Zélande pendant 2 mois. Fait que, tu sais, je passais vraiment 2 mois dans le pays. Ou des fois, je faisais 1 mois, puis un autre mois ailleurs. J'ai fait, je pense que le Vietnam, c'était 1 mois. L'Indonésie, c'était 1 mois. Puis en Europe aussi, on a fait ça. L'Afrique, le contrat que je parlais tantôt, que j'ai fait, puis qu'après ça, je suis allée faire l'Afrique du Sud. Ça, c'était pendant 6 semaines. Fait qu'on avait prévu vivre dans un truck pendant tout le temps qu'on était là. On avait fait 1 semaine en Tanzanie, à Zanzibar, juste pour aller apprendre à faire du kitesurf. On avait le goût de faire ça un peu avant. Après ça, on a construit la vanne. Oui, c'est ça. Là, ça, c'était où que vous avez construit la vanne? Oui, parce que mon chum, il vient de l'Angleterre. Il est d'origine anglaise, mais ils ont déménagé quand il était adolescent à Toronto. Fait qu'il y avait encore de la famille là-bas, dont il y avait une ferme que ses grands-parents avaient. OK, c'est pour ça que votre campagne est là-bas. Exactement. Fait qu'on a dit, puis pendant la COVID, on est allé aider sur la ferme, puis on s'est dit, on va se trouver un projet, fait qu'on va se construire une vanne, puis il n'y a rien en Europe, tu sais, c'est tellement cool que tu peux aller partout. On s'est dit, parfait. Fait que de là, on s'est promené. On a fait toute la France, l'Espagne, le Portugal pendant 2 mois. Après ça, on est allé en Italie pendant 2 mois. On a essayé de traverser pour aller au Maroc de Gibraltar, mais là, les bateaux étaient arrêtés. On essayait à tous les jours. Finalement, on s'est rendu compte que ça marchait pas. Un peu l'Allemagne. On a fait aussi la Bosnie, Monténégro, la Croatie, tout ça, l'Albanie. On s'est promené un peu là-dedans aussi. Fait que souvent, on la mettait en entrepôt pour pas avoir à retourner tout le temps en Angleterre. Fait qu'on la mettait en entrepôt, mettons, dans le sud de la France. Puis là, on allait faire 2 mois. Puis on revenait, on la reprenait, puis on continuait. OK. Ouais. C'est bien. Pendant combien de temps vous avez voyagé en van? Ça fait 5 ans qu'on l'a. Fait qu'on l'a fait pendant un bon 2 ans temps plein. Puis on a quand même continué après, là, parce qu'on l'a gardé. Fait qu'on a quand même continué après. Même si on était ici, on se disait on prenait 1 mois, 1 mois et demi, puis on y allait. Pour y aller. Ouais. OK. Mais c'est parfait, là. T'as la vanne là-bas, fait qu'après ça, c'est comme. Mais tu sauves tellement d'argent parce que tu c'est te dis, j'ai pas besoin de payer d'hôtel. J'ai déjà ma voiture, j'ai pas besoin de louer de voiture. Manger au restaurant, ça coûte cher. Fait que donc, tu peux te faire des épiceries, puis tu te faire manger. Puis, tu sais, nous,
on wild camp, là. On payait pas beaucoup de camping. C'est beaucoup plus accessible en Europe qu'ici. Donc, il y a des applications. On dormait là. Des fois, c'est des places sur le bord de la plage. C'était magnifique, puis ça coûte rien. Puis C'était quoi les applications que vous utilisiez? On utilisait aussi beaucoup Park4Night. Ça, c'était une des grosses applications qui sont très actives en Europe. Je sais qu'il y avait aussi iOverlander, mais je pense que là, il vient de sortir une nouvelle version. J'ai pas encore eu le temps d'aller voir. Mais c'est vrai que la première version, c'est comme... Ouais, il y avait... C'était fonctionnel. C'était de base. Mais là, c'est quand même une avenue intéressante aussi avec bébé. Oui, oui. Puis en plus, c'est un 3 sièges, fait qu'on est super contents. On n'y avait pas pensé, mais c'est un 3 sièges. Fait que on veut, en fait, c'est ça, un des projets cet hiver, c'est d'aller passer un mois avec la vanne en Italie ou en Espagne. On ne sait pas encore. On va voir. Fun. Ouais. C'est un de vos voyages que vous avez prévu là, pour l'hiver. Okay. Ouais. Puis là, est-ce que ton chum est en congé de paternité en ce moment? Non, lui, il travaille juste une quinzaine de jours par mois. Okay. Fait qu'il a réussi à faire ses horaires pour être vraiment réduit. Fait qu'il part 2-3 jours puis rien. Puis au début, je pense qu'il a été quasiment 6-7 semaines avec moi quand on a eu le bébé. Fait qu'il vient juste de recommencer à voler. C'est parfait. C'est juste le parfait des deux mondes. Ouais. Quand tu étais agent de bord et que tu volais, est-ce qu'il y a des moments... Tu sais, tantôt, je te demandais si tu avais eu peur en habitant dans d'autres pays, là, mais est-ce qu'il y a des moments où tu as eu peur en vol? Je peux pas dire que j'ai eu peur parce que ça, on est tellement entraînés puis on est tellement conscient de tout ce qu'il y a en arrière, des pilotes, des mécaniciens. Fait que tu fais confiance au système un peu qu'il y a là. Mais c'est sûr que des fois, tu dis... Il y a un petit frisson qui te passe dans le dos quand tu apprends qu'il y a quelque chose qui se passe pas comme tu voudrais en avant ou que comme tu comprends. Mais j'ai déjà eu des pannes moteurs, j'ai déjà eu des trucs comme ça. Mais on dirait que ton cerveau, il clique sur tout ce que tu as appris puis comment tu dois réagir. Fait que non, j'ai pas tant eu peur, je dirais. J'ai plus eu peur des maladies, je te dirais, comme on parlait tantôt, que d'envol. Tu penses que tu as moins peur parce que tu comprends plus, parce que ton chum, il pilote? T'sais, est-ce qu'il t'explique plein de choses? Puis tu sais, mettons, je sais pas, là, une panne de moteur, c'est quelque chose. Il t'a dit, mettons, c'est pas stressant parce que moi, je suis capable de faire telle affaire. Tu sais, je sais pas. C'est sûr que j'en ai appris beaucoup plus depuis que je suis avec lui. Mais même par le passé, tu sais, Chanel Nord, comme on dit, c'est une petite famille aussi, beaucoup quand on travaille en contrat. Fait que les pilotes puis les mécaniciens, ils prenaient le temps de nous expliquer. Tu sais, qu'est-ce qui se passait? Mettons, on était au restaurant, puis là, on posait des questions. Fait qu'on c'était facile d'avoir accès à l'information. Fait que ça me rassurait beaucoup de voir. C'est quand tu comprends, exact. Ça fait moins peur. Exact. Là. Puis dans les briefings qu'on appelle avant un vol, on s'assied tout en équipage, puis là, on va parler de où c'est qu'on s'en va, combien de passagers, qu'est-ce qui peut être une menace sur le vol, la météo, ça a l'air de quoi. Fait qu'on parle de tout ça ensemble, puis si on a des questions, tu dis, OK, ben là, si, mettons, la météo est vraiment intense, là, on passe ça à travers. T'sais, ils vont prendre le temps de te l'expliquer si on ont le temps, mais généralement, ils ont le temps. Ils vont dire, non, on va dérouter, des affaires de même. Fait que tu as le temps de poser les questions puis de les comprendre. Puis il faut que tout le monde, quand il embarque sur un vol, soit dans un état d'esprit où que tu te sens en confiance. Tu mets ta vie en... Tout le monde met sa vie dans les mains des autres là, en faisant ça. Fait que t'as pas le choix. Oui, puis c'est toi qui es comme aux premières loges des passagers. Fait que c'est toi qui dois rassurer les gens qui ont peur et qui ont des questions. C'est toi qu'il faut que tu sois comme... C'est ça, tout va bien. Comment toi, t'arrives à justement gérer ça? Parce que, tu sais, si toi, des fois, t'as comme un petit frisson puis que t'es pas trop sûr de ce qui se passe, faut quand même pas trop que ça paraisse. Non, puis que tu sois capable de gérer, mettons, tes propres émotions. Est-ce que tu y arrives quand même bien? Ben, je pense que j'ai une bonne résilience. C'est quelque chose que j'ai appris dans le métier, veux pas, que je suis capable de me retourner sur une scène puis de bien réagir à ce genre de situation-là. Surtout avec les Nations Unies, tu sais, veux pas, tu te fais face à des trucs puis tu regardes après comment toi t'as réagi, tu te dis, OK, mais je suis capable de le prendre. Fait qu'au moins, en plus, tu peux juste compter sur toi. Là, en plus, t'es pas comme ton collègue à côté. Non, c'est you and only you. Mais non, c'est sûr que ça arrive. Mais quand ça arrive, quand tu l'apprends, c'est soit des pilotes ou, mettons, de ta directrice de vol qui va être, si t'es une équipe sur le vol, mais c'est elle qui va te l'apprendre. Puis c'est souvent fait dans la petite cuisinette qui arrive en avant ou qui appelle le galet. Donc, tu vas pas apprendre la nouvelle en regardant les passagers. Fait que ça te donne un moment de dire, OK, là, il se passe ça, on fait ça, ça, ça. Quelqu'un qui a des questions, comment que vous vous sentez? Tu sais, y a-t-il quelqu'un qui... Tu vas le voir dans le visage des gens s'ils gèlent suite à la nouvelle, là, ce qu'ils vont en prendre. Fait que ça se fait... comme c'est dans l'intimité dans le sens où tu fais pas face aux passagers. Fait que tu peux prendre 2 minutes, 5 minutes, 5 secondes pour dire OK, là, je suis correct, que c'est bon, c'est ça que j'ai à faire, j'y vais. T'sais. Tu te ressens sur la tâche. Là. Exact. Puis tu es tellement entraîné pour ça que ton cerveau il est quasiment brainwashé pour
pour réagir à ce genre de situation-là. Donc, tu te mets une face. Des fois, c'est pas une sourire non plus quand tu viens d'apprendre que le moteur va éteindre, mais il faut que tu sois quand même, rassurante, ferme, puis que tu sais où ce que tu t'en vas. Oui, c'est ça qui rassure les gens, Exact. cette attitude-là. Ouais. Puis justement, la situation où est-ce qu'il y a eu une panne de moteur, comment que ça s'est passé? Qu'est-ce qui... T'étais où? Les passagers savaient-tu? Drôlement, c'est un petit vol que j'avais fait pour un petit contrat avec la même compagnie, mais c'était à Toronto. Ah, OK. Puis il n'y avait pas de passagers sur ce vol-là. OK. Mais je me rappelle que moi, j'étais dans la cabine, il y avait les 2 pilotes à l'avant, puis ils m'ont juste appelé pour me dire on n'a pas de moteur, puis ils n'ont pas eu le temps de m'expliquer grand-chose. Fait qu'ils ont juste raccroché, mais on était tellement rendus bas en altitude que moi, puis ils m'ont pas dit où on allait. Tu sais, je pense qu'ils ont été comme... Focus. Ouais, ils avaient besoin de se concentrer, puis c'est correct. Fait que moi, j'ai pris mon Google Maps, puis je regardais c'était où l'aéroport, vers où on s'en allait, parce qu'on avait du réseau, puis j'essayais de comprendre aussi qu'on s'en allait. Mais tu leur fais confiance. Tu sais, t'as pas le choix, ils savent ce qu'ils font. Puis dès qu'on a atterri, on a ouvert la porte sur la piste d'atterrissage, puis on est sorti parce que je pense que les freins avaient surchauffé, puis il y avait de la petite fumée qui sortait. Okay. Je me rappelle plus exactement comment c'était passé, mais on avait fait des nouvelles aussi. J'étais là, non. Ah ouais? Il n'y avait pas de passagers, mais j'étais chanceuse, il n'y avait pas de passagers sur cette situation-là. Mais, parce que là, ça aurait été une autre gestion. Oui. J'ai jamais eu faire d'évacuation à date. Je touche du bois, là, j'en ai jamais eu en enfer. Puis mais est-ce qu'ils sont obligés de le dire aux passagers? Exemple, que là, on a une panne moteur, il aurait-il fallu qu'ils fassent un message? Oui, ça dépend quand ça arrive dans le vol. Fait que c'est, mettons que ça arrive en plein milieu du vol, puis qu'ils sont encore assez haut en altitude, sont capables de maintenir une altitude de croisière, on va avoir le temps de préparer la cabine qu'on appelle. Ça veut dire que nous, on a une liste de choses à faire sur un petit papier, puis ça nous dit toutes les choses qu'on doit faire, quand les aviser, quoi leur dire aux passagers, puis si on va atterrir sur l'eau, si on va atterrir sur terre. Fait que tout ça est déjà pré-flet, puis ça fait partie de l'examen que je disais qu'on vous met dans un simulateur, mais c'est ça qu'on leur fait faire. OK. Ouais. Fait qu'on a un petit carton avec toutes les explications. Si ça arrive, mettons, sur l'atterrissage, dernière seconde, c'est comme, oh mon Dieu, un moteur qui arrive quelque chose, ben ils ont des calls qu'ils vont nous donner avec le PA qu'on appelle, là, le speaker, là, ouais. Puis ils vont nous dire, mettons, tel call, ça veut dire qu'il nous reste tant de temps, il faut qu'on commence au shot de command. Fait que, on est toujours à l'affût ou à la guet de ça peut arriver. Puis est-ce que toi, tu n'as jamais eu d'évacuation? Non. Eu à faire d'évacuation? Non. Est-ce que tu connais des gens qui ont eu à en faire? Mm-hmm. Oui, j'ai connu des gens qui en ont fait. C'est sûr qu'après ça, tu leur demandes c'était comment. Oui, c'est toujours ça un peu la question. Mais les gens que j'ai connus qui en ont fait, ils m'ont tous dit la même affaire. Ils ont dit, c'est parce que j'étais tellement brainwashée que ça l'a juste... J'ai comme vomi ça a sorti puis ça a fonctionné. Okay. Fait que c'est vraiment l'importance de connaître nos procédures, la formation, puis de toujours se remettre à jour sur les nouvelles procédures parce que chaque fois qu'il y a une procédure qui sort ou qui est publiée, c'est parce qu'il y a eu un incident puis quelque chose qui est arrivé. Fait qu'ils font une nouvelle procédure pour être plus performant par rapport à la situation qu'il y a eu. Donc, je me suis toujours fait dire... c'est ça qui m'a sauvée, puis c'est ça qui a fait que j'ai été capable de m'accrocher à dire je sais ce que je fais, I'll do it. Mais c'est un peu 50-50 dans le sens où il y en a qui ont dit moi je touche plus jamais un avion après de ma vie, c'est fini, je sors de ça, c'était pas pour moi. Puis d'autres qui ont dit je sais que je suis capable. J'ai géré, puis... Sûrement que tu gérerais pas de la même façon. Exemple, si, mettons, tu vis la situation en tant que agent de bord puis en tant que passager. Non, parce que là, t'es vraiment dans ton rôle de... faut que tu t'actives puis que tu fasses quelque chose parce que les gens comptent sur toi. Tandis que passager, tu stresses plus ou même si tu sais les procédures, tu dois quand même pas dealer. Tu parles comme mettons quand moi je vole pour le fun. Ben c'est sûr que tu es tout le temps un petit peu allumé à ce qui se passe. Tu vas regarder on a les interphones, il y a toujours des codes de couleurs. Fait qu'on sait quel code de couleur veut dire quoi, peu importe l'avion, on a une bonne idée. Le nombre de fois qu'on entend le ding, 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 ça veut dire quelque chose de différent s'il y en a 2, 3, 4 ou 5. Est-ce que tu peux nous les dire, ça? Ou... oui, je peux les dire, c'est public. Mais tu sais, mettons, 3 fois, ça veut dire on est sur le bord d'atterrir. 5 fois, ça veut dire qu'on évacue. Ça veut dire que, mettons, le pilote n'est pas capable d'utiliser l'interphone ou il est trop occupé. Fait que lui, il va faire sonner ça 5 fois au sol. Ça veut dire on évacue. Tu sais.
certaines compagnies ont des petites différences ici et là. Fait que, tu sais, des fois, quand t'entends ding, 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 tu dis, vas-tu en avoir un 4e puis un 5e? Tu sais, tu l'entends, tu l'attends, puis on est très allumé sur ça. Si c'est une lumière bleue, par exemple, ça va être un passager qui appelle. Ça va être un bouton de passager qui va dire j'ai besoin de quelque chose. Souvent, c'est juste un verre d'eau ou quelque chose comme ça. Orange, c'est souvent les toilettes. Fait quelqu'un qui appelle à l'aide dans les toilettes. Rouge, ça va être les passagers, les pilotes. Mais ça, c'est encore une fois, certains avions. Mettons, tu sais, c'est une fois, ça veut juste dire qu'ils ont besoin de parler. Puis, des fois, certaines compagnies, si c'est 2 ou 3 fois, ça veut dire que je t'appelle en urgence. Fait que là, tu regardes qui prend l'appel puis comment il réagit. Ouais. Mais tu sais, encore là, Airbus, Boeing, certaines compagnies ont des petites différences. Je pense qu'il y a des compagnies que ça peut être vert des fois. Mais tu sais, tu le sais pas tout de suite quand tu arrives dans l'avion. Tu fais comme, OK, ça, c'est une ouais, vous devez vraiment voyager différemment, mettons, toi et ton chum versus quelqu'un comme moi qui connaît absolument rien. Oui, puis même, tu sais, des fois, on va être assis à la fenêtre puis je vais regarder l'aile pendant qu'on descend. Puis il y a des parties qui vont bouger d'une façon. Puis des fois, je vais lui demander, ça veut dire quoi ou pourquoi on fait ça? Puis là, il va me l'expliquer. Puis il va me dire, ben, la piste est plus courte, fait qu'il faut qu'il mette plus de freins, blablabla. Fait que c'est pour ça que tu vois ça. Puis est-ce que des fois, ça se peut qu'ils disent pas la vérité, mettons, aux passagers? Je t'explique. Ça m'est arrivé une fois que j'avais un escale à faire. Je partais de Montréal, puis je pense que je m'en allais à New York pour un escale. De quoi de genre? Puis en cours de route, il y avait juste une agent de bord. C'était quand même un petit avion. Puis l'agent de bord, elle arrêtait pas de venir voir l'aile où est-ce qu'on était assis. OK. Puis elle retournait toujours voir le pilote suite à ce qu'elle venait vérifier, mettons, au niveau de l'aile. OK. Puis après ça, on a dû arrêter d'urgence pour aller ajouter de l'essence dans l'avion. C'était ça, l'explication. Mais on dirait que je trouve ça particulier qu'il n'ait pas prévu suffisamment d'essence à la base pour le vol qu'il devait faire, puis qu'on a dû arrêter en urgence, mettre de l'essence. OK. Fait que de là, ma question à savoir, c'est toujours la vérité ou si des fois, ils peuvent un peu faire un petit mensonge blanc pour pas trop effrayer les gens. Là. Ouais, ça va dépendre c'est quoi. Tu sais, j'étais pas là, fait que je peux pas savoir, évidemment, là, mais c'est sûr que si elle va vérifier quelque chose sur l'aile, c'est que le pilote il a demandé d'aller vérifier quelque chose. C'est-tu qu'il y avait de la glace sur l'aile? C'est-tu qu'il y avait une perte d'essence? Y avait-tu une fuite qu'elle pouvait voir? Parce que des fois, tu peux les voir difficilement, mais ils vont te demander quand même d'aller voir. C'est pas... est-ce que tu vois quelque chose de particulier, un feu, quelque chose sur le moteur? Des fois, ils peuvent nous demander ça. Si c'est vraiment un danger, là, comme ta vie est en jeu, là, ils vont te dire la vérité. Okay. Parce qu'ils peuvent pas quand même prendre pour acquis que dire, bon, on ne dira pas tout, puis ça va être correct. T'sais. On va dire que c'est normal qu'on est en train de crasher. Non, mais c'est sûr qu'ils vont pas faire élaborer trop sur le problème. Ils vont peut-être réduire ça. On a un problème mécanique avec les communications. Mais tu n'as pas besoin de savoir que toi, sa radio marche pas, mais que tu as quand même une deuxième. On n'a pas le droit de décoller si on n'a pas deux, mettons. Okay. C'est le genre d'affaires qu'ils vont pas élaborer trop parce qu'ils veulent pas non plus parce que tu augmentes le niveau de stress en cabine si tu expliques trop en détail, puis les gens ne comprendront pas, puis il y a des gens qui parlent d'autres langages. Fait que là, ils vont comprendre des mots qui ne comprendront pas la situation. Donc, ça peut engendrer un effet de crise dans la cabine, puis tu essaies de gérer ça. Fait que peut-être qu'il y avait un problème sur l'aile, genre, puis là, ils ont dit, on va en profiter, on va faire un arrêt, le mécanicien va venir voir, on va remettre du fuel ou du gaz dans l'avion en même temps, parce que vu qu'on a fait un arrêt, on a besoin d'un peu plus d'essence, puis l'avion va se faire vérifier par un mécanicien. Mais tu sais, généralement, dans un avion, il y a tout le temps 2 ou 3 filets de sécurité. Tu sais, il n'y a jamais juste un d'une chose, puis si tu l'as pas, good luck. Il y a tout le temps 2 ou 3 options, soit dans les systèmes mécaniques, hydrauliques, name it. Nous, dans nos procédures aussi, on a souvent plusieurs étapes. Là. C'est jamais une affaire. Puis, j'ai comme une question à laquelle je pense depuis tantôt. Par rapport, encore une fois, quand tu travaillais pour les Nations Unies. On a déjà reçu une pilote, nous, sur notre podcast qui travaillait pour Air Transat. OK, oui. Fait que, on parlait quand même un peu de les trajets là, qu'il y a dans le ciel et tout ça. Quand, justement, vu que c'était des petits vols dans des endroits un peu plus isolés, comment ça fonctionne, toute l'organisation, mettons, de ces vols-là dans le ciel? Vu que vous allez comme dans des endroits plus isolés, est-ce que j'imagine que chaque vol est enregistré? Oui, ça reste les mêmes normes. Parce que c'est international, ça. Tu peux pas, comment j'expliquerais ça? Que ce soit Air Transat ou Air Suisse qui vole, doit se conformer aux mêmes standards des lois aéronautiques du monde. Parce que tu peux pas dire, moi, je veux passer là, mais toi aussi, mais c'est moi qui... Il y a une façon d'organisation avec les tours de contrôle, puis de comment se rapporter, puis les plans de vol aussi qui sont préétablis
par rapport à un paquet d'affaires. Fait que t'embarques dans le même système de vol que toutes les autres compagnies. Fait que, si, mettons, tu fais de l'est à l'ouest du pays, mais tu vas quand même aller à 30 000 pieds, mais un avion qui va arriver pour aller au-dessus de ton pays doit quand même se conformer au même système. Fait que c'est la même affaire. Tu dois te rapporter au même système. Ouais. OK. Puis quand tu voles dans les airs, mettons, dans ces pays-là qui sont plus en guerre ou, en tout cas, qu'il y a des conflits politiques, là, c'est-tu dangereux des fois dans les airs ou... Ça peut le devenir. C'est déjà arrivé qu'on s'est fait appeler, on était pour arriver, puis on dit, l'aéroport a été attaqué, il faut qu'on retourne, on peut pas atterrir. Ça, c'est déjà arrivé quelques fois, là, pas des tonnes non plus. Là. Ça peut être ça peut être... je sais que moi, j'ai jamais été, j'aurais aimé ça, mais c'est juste pas arrivé. On avait un contrat aussi en Tunisie qui en allait au Liban, si je me trompe pas, puis ça arrivait des fois qu'en vol, il y avait des missiles qui pouvaient atteindre l'avion dans une certaine zone. Fait que là, il devait... C'était trop dangereux, on retourne. Des combats au sol aussi qui peuvent être... On va toujours savoir, quand on se lève le matin pour aller faire nos vols, c'est rare qu'on vole la nuit en passant. Il n'y a souvent pas de lumière dans cet aéroport-là, fait qu'ils ne peuvent pas voir les pistes pour une question de sécurité aussi. C'est déjà arrivé, mais c'est très, 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 très rare. Le matin, on va se lever, puis les Nations unies vont nous donner un rapport de mission du niveau de dangerosité. Fait qu'ils vont nous dire, pendant la nuit, il y a eu des combats à l'ouest de la piste à 3 km, à 30 km, où les rebelles ont encore été repérés à tel endroit, mais ils sont toujours là, ils viennent pas vers nous. Dépendamment de ça, notre compagnie évalue la situation, puis nous aussi, en tant qu'équipage, on peut dire, non, ça, c'est une coche de trop, on y va pas, c'est trop à risque, ou... tout le monde met un peu son avis là-dedans. Puis les gens qui établissent ces niveaux-là ont de l'expérience là-dedans. Ils comprennent les situations des pays. C'est des gens des Nations unies. Fait qu'ils vont pas nous mettre dans des risques non plus. Ça vaut pas la peine. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous refusiez de voler pour des raisons de sécurité? Oui, c'est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé une fois de dire non. Ça, c'est... un peu trop proche. C'était une nouvelle mission qui était en Centrafrique, quand nous, on avait commencé. Puis... c'est arrivé pendant que la nuit, il y avait des combats très proches de l'aéroport. Puis c'était un cas des rouges. Puis j'étais là, je suis pas à l'aise. Là. On ne fait pas longtemps qu'on est établi qu'on va là. Des fois aussi, c'est qu'ils ont besoin d'une personne importante sur le vol qui a besoin d'être à destination pour quelle que soit la raison. Mais des fois, sans nous dire, vous devez le faire, ils vont peut-être nous dire, faudrait, si on peut, ce serait vraiment bien qu'on puisse le faire. Ça va mettre trop de pression, mais on a encore le dernier mot. Cette fois-là, j'ai fait, c'est quoi, ça va attendre à demain. On dirait que je suis pas... je ne sentais pas. Puis on en a discuté en tant qu'équipage aussi. Puis tout le monde était un peu sur la même longueur d'onde. C'est cool qu'ils donnent le choix quand même. Là, que c'est pas genre tu y vas, sinon tu retournes chez vous, mettons. Non, c'est ça. Puis à la limite, si ça serait ça aussi. Là. Moi, je ne mettrais pas ma vie en danger non plus pour ça. Fait que, c'est ça. Non, clairement pas. Puis... mais c'est quand même une question de minutes, là, dans le sens que tu disais, on atterrit, vient, on doit changer de trajet parce que l'aéroport vient d'être attaqué. Mais si vous étiez arrivé 20 minutes avant, vous auriez pu, ça aurait pu. Mais oui. C'est arrivé une fois. Moi, j'étais pas là, mais quand tu vas dans ces pays-là, tu suis souvent les nouvelles, tu te tiens au courant de ce qui se passe parce que tes collègues sont encore là, puis ça devient des amis. T'sais. Puis c'était en Jordanie, puis ils ont fait un vol au Yémen, justement. Puis, quand ils sont décollés, moi, j'ai vu dans les nouvelles que l'aéroport avait été attaqué, qu'il y avait des avions qui avaient été attaqués. Puis là, j'étais là, OK. Puis personne ne me répondait parce qu'eux étaient en vol pour retourner. Fait que là, j'avais un petit peu la panique. Là. J'étais, êtes-vous correct? Puis c'est arrivé 20 minutes après qu'ils décollent. C'est vrai. Fait que ça peut arriver, mais ils ont été corrects. Mais tu sais, là, toutes les situations que je vous donne, c'est arrivé, tu sais, mettons, j'en compte une vingtaine sur 6 ans. 50 du temps, c'est parfait. Il y a peut-être un 30 du temps que tu dis, OK, puis le reste, fait que c'est majoritairement, c'est des beaux moments, puis il y a des belles choses, mais c'est sûr que ça arrive. Oui, c'est ça. C'est des pays quand même, mais tu travailles pour les Nations unies, fait que ça veut dire que c'est pas nécessairement rose ce qui se passe dans les pays. T'es là pour une raison, puis c'est ça. On a reçu à notre première saison un clown humanitaire qui, je sais pas si t'as écouté l'épisode. Oui, j'ai écouté, ça fait longtemps, par exemple. Qui est allé en Jordanie, justement. Entre autres, là, il est allé aussi dans plein d'autres missions, mais je me rappelle qu'il racontait, c'est ça, qu'il était allé en Jordanie, puis que c'était vraiment Il a vécu des situations... C'est vraiment lui, il doit être en interaction avec les jeunes beaucoup. Là, lui, il était dans des camps de réfugiés. Ah, ouais, c'est ça. Puis les camps de réfugiés, mais aussi les camps entre les frontières. Là, il y a comme
beaucoup au Mexique, puis Ouais, aussi, là, ouais, il a passé beaucoup de temps là, mais tu sais, c'est... Dans les hôpitaux aussi, puis tout ça. Ouais, dans les hôpitaux aussi. Ouais. Fait que, en tout cas, Ouais, Ouais. fait que, mais ça m'a fait penser à ça, Ouais. tu sais, de voyager puis de travailler dans un contexte où est-ce qu'il y a Pas tout le monde qui choisirait des conflits. ça, là. Non, c'est ça, c'est pas fait vraiment. pour tout le monde, mais c'est tellement une belle expérience. Ouais. C'est tellement, tu sais, le fun dans le sens où tu te sens utile à la société. Tu te sens que tu contribues un petit peu à aider ces pays-là d'une manière ou d'une autre. Puis en vivant là, on a chacun fait un peu nos petits trucs pour aider certaines. Tu sais, j'ai payé les frais scolaires pour des enfants avec des amis qu'on connaissait des locales. OK. Mon chum était beaucoup impliqué dans un orphelinat au Mali. Tu sais, ils les amenaient au cinéma, ils leur payaient des trucs, d'affaires de même. C'est bien beau. Ouais. Puis il y a une fois particulièrement, ça c'était vraiment beau. Il y avait un camp à côte. Parce que souvent les gens vont venir se rattacher au camp des Nations Unies pour se sentir en sécurité. Tu sais, jamais tu vas jamais. Faut jamais dire jamais, mais rarement les camps se font attaquer. Fait que les gens vont essayer de faire un petit camp autour pour se sentir plus protégés. Puis, il était rendu tellement gros qu'il y avait comme 75 000 personnes dans ce camp-là. Okay. Ouais. Puis, il n'y avait même pas de douche, pas de toilette. Là. C'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. Puis, les enfants, ils n'avaient jamais vu d'avion en papier. On a pris un paquet de papier, on a fait des avions, puis on est allé leur donner pour leur montrer comment les jouer. On les a vus pendant des semaines jouer avec les avions en papier dans le camp. Mais tu sais, c'était tellement, tu dis... Puis, ils étaient tellement contents, puis... ça a fait comme wow, c'est vraiment des beaux moments. Ben oui. Ouais. Avec juste des papiers, là. Ouais, comme... c'est fou. Puis, ils n'ont même pas de papier, là. Fait que pour eux autres, juste ça, c'était. Puis, on les voyait. C'était tellement cute. Ben oui, vraiment. C'est vraiment touchant. Puis c'est vrai que ça l'amène, j'imagine, un sentiment de te sentir utile, là, je veux dire, de faire une différence dans Vraiment. la vie des gens. Là. Est-ce que j'avais une autre question qui m'a popé par rapport à ça, mais en tout cas, ça va revenir. C'est ça, si ça revient, je te dirais. Tu dirais que c'est quoi les avantages, mettons les points positifs et les points négatifs d'être agent de bord? D'agent de bord. Ça peut être tant pour les nations, si tu as en général. trucs, plus en général, ou si tu as des trucs plus spécifiques aux Nations Unies aussi. Ben, tu sais, comme tout le monde sait, voyager, si t'aimes ça, c'est comme le gros plus d'être agent de bord, c'est le voyage. Souvent, les compagnies vont avoir des prix réduits pour les employés aussi. Pas toutes, mais beaucoup. Fait que ça, c'est vrai que ça n'a pas dû en fait. Non, c'est ça. J'avais pas pensé. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis la spontanéité de dire, ben, regarde, j'ai 3 jours off, je m'en vais à Tokyo pour un week-end où je m'en vais, name it. C'est toi qui choisis. Tu regardes les vols, tu dis, tu sais, pourquoi pas. Puis beaucoup de monde le font. Fait que ça, c'est vraiment le gros plus d'être agent de bord. Puis tu as beaucoup de journées de congé. Fait que oui, tu travailles beaucoup dans le sens où tu es parti toute la journée. Tu peux être parti pendant plusieurs jours même. Fait que tu n'es pas le soir chez toi avec ta famille ou ton conjoint ou ta conjointe. Ça, c'est moins le fun, mais quand tu es là pendant 5-6 jours. Fait que tu peux dire, tu sais, je fais un trip ou bien. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment le côté positif. Négatif, ben, c'est que tu n'es pas tout le temps là pour tout le monde. Quand tu as besoin d'être là pour ta famille, pour des beaux, des moins beaux moments, des naissances, des fêtes, des affaires comme ça, tu peux les manquer. Tu sais, j'ai manqué la naissance de ma nièce. Ça prend 1 mois et demi avant que je la rencontre. Tu sais, c'est comme, tu dis, j'aurais aimé ça être là. Mais en même temps, tu sais, la famille le comprend. Ils voient aussi à quel point, moi, ça me rend heureuse de faire ces jobs-là. Puis mes parents et ma famille ont voyagé. Fait qu'ils comprennent un peu l'envers de la médaille. Mais dans les moments aussi que c'est plus difficile, c'est des gens qui sont malades autour de toi, où il y a des décès, où il y a des situations plus difficiles, mais tu peux pas juste dire, ben je prends l'avion puis je m'en viens, tu sais, genre, en Afrique, c'est comme, je reviens dans 2 mois. À moins que ça soit urgent, tu sais, des gros trucs qui allaient te ramener. Mais des fois, tu te dis, ben j'ai un vol de 3 jours au Mexique, ben même si je reviens, je vais revenir en même temps que si je refais mon vol. Fait que tu manques des choses importantes comme ça dans ta vie. Puis, fait que je dirais que c'est à peu près ça. Le point. Dirais-tu qu'un agent de bord gagne bien sa vie? Tu sais, c'est une question difficile. Tu sais, comme les Nations Unies, on était bien payés, puis c'était bien. J'étais non-résidente, fait que tu sais, j'étais moins taxée aussi sur ça. Fait que j'avais un bon salaire, puis c'était pleinement... C'est vraiment, vraiment bien. Si tu travailles dans une compagnie depuis longtemps, tu vas finir par faire un salaire correct, tu sais que tu vas être quand même bien. Mais les 5-7 premières années vont être vraiment difficiles. C'est vraiment pas bien payé. Malheureusement, c'est un des côtés les plus difficiles du métier. Parce qu'en fait, les systèmes de vol, c'est que tu vas voler environ 80 heures par mois. Fait que quelqu'un qui fait du lundi au vendredi va faire 165, 68 heures par mois.
Donc, quand OK. tu dis, je fais, mettons, je sais pas moi, 30 de l'heure à 160 heures par mois, c'est correct, tu sais, ça va, c'est pas si mal. Mais quand ils disent temps plein, c'est 80 heures. OK. Fait que quand tu es payé 30 de l'heure à 80 heures, bien, en fait, c'est comme si tu étais payé 15 piastres de l'heure. Mhm. Tu sais. Fait que- puis ton vol, quand ils disent des 80 heures de vol, bien, c'est quand que la porte ferme jusqu'à temps que la porte elle ouvre. Un peu comme là, je sais que les nouvelles ont passé un peu là-dessus. Donc, tu sais, des fois, ça te prend 1h30 avant le vol, tu n'es pas payé cette heure-là. Tu sais, en tout cas, dernièrement, justement, j'ai eu un vol qui était annulé. On était 3 heures au sol dans l'avion, mais ces 3 heures-là ne sont pas payées. Toi, tu sais. tu sais que les Mais c'est- personnes ne Ouais. sont pas payées pendant Mais ce c'est temps-là. fou, ça, là, par tu sais. exemple, parce que, tu sais, il me semble les normes du travail. Oui, ils ben les le compagnies aériennes sont régies au fédéral. C'est OK. ça la chose que le grand public ne savent pas nécessairement, c'est que toutes les compagnies ou n'importe quel emploi va être régi au provincial. Fait que la province va avoir des règlements établis pour protéger les employés au provincial. Comme les noms du travail, j'imagine. Exact. C'est au Québec. Exactement, la même affaire. Fait que chaque province a ça, mais les aviations, vu que c'est régi au fédéral, donc nous, on n'a pas les congés fériés, mettons, à Saint-Jean, parce que c'est provincial. On a juste ceux qui sont enregistrés au fédéral. Donc, le fédéral a très peu de procédures, de réglementation pour protéger les employés. Donc, on n'y a rien par rapport au fait qu'ils disent que vous devez payer toutes les heures qui sont au travail. Parce que je pense que, tu sais, aussi des fois, parce qu'on avait un ami qui était agent de bord, puis des fois, il fallait qu'il attende dans le stationnement pendant des heures avant de savoir s'il allait voler. Ouais. Finalement, il volait pas, puis il s'en Ouais, retournait. tu sais. exact. Ouais. Mais comme toi, tu as pris ta journée Exact. pour le travail, là, Ouais. au final, tu es là Ouais. pour le travail. tu sais, Exact. puis Fait t'es que pas t'es assis payé. là, puis t'attends, puis tu te dis, ben si je l'ai, je l'ai. Si je l'ai pas, je l'ai pas. Ça, c'est vraiment plate. Ou même, exemple, tu dis, ben moi, j'ai un vol, je fais Montréal, Toronto, Ottawa, puis à chaque destination, tu passes 2 heures au sol, le temps que les gens débarquent, rembarquent, que tu nettoies l'avion, blablabla. Mais ces heures-là sont pas payées. Hein. Fait que toi, ta journée est de 12 heures, mais tu as fait 4 heures de vol, fait que tu es payé 4 heures. Ça n'a pas de bon sens. Non, Ça a pas bon sens. Mais non. Ça a C'est vous vraiment qui pas de devez bon faire le sens. ménage? Non, non, non. OK, OK. Ben, disons, il y a certaines compagnies, petites compagnies, tu vas peut-être le faire, mais les grosses OK. compagnies, non. C'est OK. des équipes au sol qui viennent, puis on les voit des fois, j'imagine, vous avez peut-être déjà vu là, avec leur Même balayeuse pas. sportive. Ah Non, ouais, ça Non, m'est ouais, jamais ouais. arrivé. Moi non plus. C'est souvent une question que je me demandais, dans Ouais. le fond, qui vient laver. Oui, Juste souvent, ils vont être juste à côté de la gate, là, puis ils OK. attendent, puis ils vont avoir l'équipement avec tout leur sac de papier de toilette, tout ça. Puis là, dès que les derniers passagers sont sortis, ils rentrent, puis là, ça y va, là, c'est des petites abeilles, là, Ah ils nettoient ouais? tout. Ouais, ça va vite, là. Mm. Puis dans toutes les destinations, tu sais, que tu vas aller, la compagnie va avoir établi des compagnies pour nettoyer OK. les avions. Ouais. Ah, c'est intéressant à savoir. Ouais. C'est pour ça que c'est propre. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, on en a parlé un peu au début de tes destinations Oui. préférées. Si on... Ben, moi, il y a d'autres questions, mais tu sais, j'ai envie qu'on conclue là-dessus Ouais. sur comme que tu nous parles un peu plus de les 3 destinations que tu as parlé. C'est quoi tes coups de cœur dans chaque destination? Un peu le coût de voyage. Ben, quand tu voyages là-bas, combien ça peut Ouais. coûter, tout ça. Peut-être nous faire un petit topo de tes coups de Parfait. cœur. Ben, pour commencer avec l'Afrique du Sud, comme on disait tantôt, à peu près, à l'époque, là, ça fait quand même plusieurs années, je peux y retourner, c'est tellement beau. Mais c'est comme ça, c'est une cinquantaine de dollars pour vraiment quelque chose de bien. Tu avais souvent accès à une piscine, tu sais, c'est très touristique. Pour une location de voiture aussi, c'était très raisonnable. Il me semble que c'est 150 dollars de la semaine. Là. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. C'est souvent les vols pour aller là qui vont coûter cher. C'est pour ça que l'Afrique, tu sais, les safaris, ça coûte tellement cher, mais c'est le vol qui va t'amener là, qui va être vraiment dispendieux. Tu sais, on peut parler de 2 000 à 3 000 souvent pour aller là. Moi, j'ai beaucoup aimé la région de Cape Town, qui est dans le sud-ouest de l'Afrique. Cette ville-là, c'est dynamique, c'est beau, c'est les montagnes, tu as l'océan, tu peux faire de tout. Tu as les vignobles aussi sur la côte ouest. Puis il y a aussi la pointe de l'Afrique. C'est là que les 2 océans, Indien puis Atlantique, se rencontrent. Tu le vois un peu dans l'eau par rapport aux températures. Là, c'est vraiment, vraiment beau. Toute c'est la côte, en fait, de l'Afrique. Puis en remontant, bien aussi, t'as Cape of Good Hope, je pense. Tu peux la conduire. Puis c'est des falaises avec l'océan. C'est magnifique. C'est vraiment beau. Ça, j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Tu peux aller faire de la plongée en apnée. Il y a des saisons, il y avait ça les Sardine Runs, que tu vas, je pense, au mois de juin environ. Puis c'est là que les grands bancs de sardines vont traverser à ce moment de l'année-là. Donc, les baleines, les requins, les oiseaux, ils viennent se nourrir là. OK. C'est des gros bols de sardines, puis tu peux aller plonger puis les voir. On avait été, mais l'eau était trop comme laiteuse. On n'avait pas vu grand-chose. Mais c'est les belles photos de National Geographic que tu vois, c'est souvent qui sont faites là. OK. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment beau. Puis il y a un petit pays qui s'appelle le Lesotho,
qui est en plein milieu des terres. Puis c'est encerclé par les montagnes pour aller là. Puis à l'intérieur, c'est une autre culture complètement. Fait qu'on avait été aussi. Fait que si tu as la chance d'aller en Afrique du Sud, c'est le fun d'aller faire un petit arrêt à ce petit pays-là. Culturellement, mais tu sais, moi, j'aime beaucoup l'Afrique dans le sens que c'est pas tellement régimenté comme ici au Canada. Tu sais, c'est beaucoup plus relax. Les gens sont plus souriants. C'est plus... il y a comme une chaleur aussi entre les gens. Les gens se parlent beaucoup. Tu sais, ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Puis les marchés, tu sais, c'est pas des grosses épiceries. Il y en a des épiceries, mais c'est beaucoup des marchés dans la rue. Faut que tu négocies, il faut que tu parles aux gens, il faut que tu communiques pour vraiment vivre l'expérience. C'est sûr qu'il n'y a pas d'hiver là-bas. Fait que ça, moi, c'est un gros plus. L'hiver, là. Non, ça, j'avais vraiment beaucoup aimé ça. Ils ont quand même les saisons des pluies puis qui peuvent être quand même fraîches l'hiver. Puis les animaux. Aller faire des affaires là-bas, c'est loin un camion. Plusieurs? À toutes les fois, j'y vais. On se paye une couple de journées puis on y va. Là. Fait que c'est de voir un éléphant juste traverser la rue puis ils sont même pas nécessairement dans les parcs. Là. On a déjà eu un éléphant qui nous a traversé sur l'autoroute. Frappez-les pas, il est dur à manquer. Mais... c'est comme un orignal, mais comme plus gros format. Puis ils sont curieux, ils viennent boire. Puis, une année, je marchais dans un des chemins, puis je suis tombée face à face avec une girafe. J'étais en camping, j'avais mon café, puis je prenais mon café avec la girafe. C'est vraiment spécial. Fait que ça, pour l'Afrique du Sud, ça a été... Je dirais que ça serait ça. De louer ta voiture puis de le faire toi-même, le trip. De ne pas tomber dans les... tout organiser nécessairement parce que tu vas... À moins que tu ne sois pas à l'aise, c'est correct aussi, mais c'est le fun de l'expérience. De conduire puis d'arrêter aux endroits que tu as envie d'aller. Oui, exact. Puis tu t'es senti en sécurité là-bas. Oui, c'est relativement... il y a des problèmes politiques aussi en Afrique du Sud, mais c'est beaucoup plus... les gens qui vivent là culturellement, les Zoulous puis les Africains qui appellent, c'est plus... c'est pas tant vers les touristes. C'est sûr que toujours, il faut toujours tu restes allumé quand même. Mais l'Afrique du Sud, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis j'ai retrouvé ma question de tantôt. Puis avant qu'on change de pays. Dans le fond, je me demandais si tu avais vécu quand même, toi, des chocs culturels quand tu as travaillé pour les Nations Unies dans des pays peut-être justement moins développés. J'en ai eu, mais je te dirais que mes chocs culturels ont été plus forts en revenant ici. Ah ouais? Oui. Tu réalises à quel point on vit dans un autre monde ici. C'est dur de dire, je fais la coupure entre ce que je vois là-bas, puis quand je reviens ici, ben tu as accès à tout. C'est la consommation. Je trouvais ça un petit peu difficile des fois de revenir puis de dire, ben ces gens-là sont encore là-bas, puis encore... Ils vivent encore comme ça. Fait que le choc était quasiment plus difficile de revenir ici. Moi, j'étais allée passer du temps au Sénégal quelques années, puis c'est vrai de ça, moi, quand j'étais arrivée, la première nuit que j'ai dormi dans mon lit, j'ai pleuré comme un bébé. Parce que j'étais comme, voir, puis comme... Moi, je suis partie de là, puis là, je suis genre arrivée dans mon petit lit tout confortable pendant que, eux sont encore dans la même situation qu'ils étaient, puis... Mais ils sont heureux là-dedans, puis ils sont bien quand même, puis comme eux, ils connaissent pas vraiment autre chose, fait que c'est leur réalité, là, mais... Mais toi, quand tu vois, connais... quand tu vis les deux, tu te dis, genre, voir que moi, j'ai ce confort-là, puis qu'eux sont encore pris. Exact. Tu sais, j'ai une douche chaude, j'ai accès à des médicaments. Des fois, nous, on avait des médicaments pour la malaria, parce que des fois, ils sont plus difficiles à trouver, mais quand on les utilisait pas, on les donnait au local, parce que les autres, c'est tellement... mais c'est ça, tu reviens, puis t'es comme... Mon téléphone, ça vaut 1 000 $, ce téléphone-là. On dirait que tu deviens un peu difficile de revenir à ta réalité. Fait que c'est de trouver le ballon mentalement. De ne pas ressentir de la culpabilité non plus. Non, exact. C'est pas de ta faute non plus que tu es né ici. C'est ça ta réalité. C'est ça. Tu peux pas, toi, dire, ben je vais me dépriver de ce que j'ai peux avoir pour ces gens-là. Ça changera rien. Fait que, si toi, tu es dans une bonne place, mentalement, physiquement, ben, dans ta santé, tu peux retourner puis continuer à aider. Fait que moi, c'est un peu comme ça que j'arrivais à mais c'est vrai. C'est vraiment une belle philosophie, Donc voilà, c'était ma question. On peut revenir aux destinations, à tes destinations préférées. Après, il y avait la Nouvelle-Zélande. Oui, Nouvelle-Zélande, ça, c'est vraiment un beau pays. Fait qu'encore c'est tous des beaux pays. Là, c'est dur mais tu as l'île du Nord, l'île du Sud. On avait passé un mois dans l'île du Sud, un mois dans l'île du Nord. Ça, encore une fois, c'est que tu as des montagnes puis l'océan, juste un à côté de l'autre. Tu peux faire de l'escalade, tu peux faire de la randonnée en montagne, tu as des vues hallucinantes, comme que tu peux te ramasser, aller te baigner, faire du surf. Il y a comme une espèce de island vibe aussi qui est là-bas, qui est vraiment bien. Puis entre les deux îles, c'est différent aussi. L'île du Sud, c'est très sport extrême, adrénaline, c'est vraiment intense. Puis l'île du Nord, c'est plus relax.
Soft, Ouais, un chill peu comme- vibe. OK. Fait que c'est le fun de voir les deux. Les gens aussi, ça, par exemple, c'était vraiment plus cher. Ça nous avait coûté pas mal plus cher d'aller là, mais on s'était dit, on le fait, c'est une one in a lifetime. Puis on avait loué une voiture tout le long. Puis la bouffe aussi, c'était vraiment cher parce qu'il y a OK. beaucoup de choses importées. Il n'y a pas beaucoup d'agriculture, fruits, légumes, tout ça. Il y a beaucoup de moutons, fait que tu vas pas manger beaucoup de l'agneau, ce qui est bien, puis c'est super bon. Mais tout ce qui est fruits et légumes, c'est exporté, donc ça coûte quand même assez cher. De ce que je me rappelle, le gaz aussi, c'est exporté, c'est vraiment cher. Ça, tu dis, OK, ben, tu le budget, ça fait partie de la game. Mais sinon, Les hébergements, c'était... ouais, on l'avait fait beaucoup en Airbnb. Mais ça, c'était comme ça, genre 100$ la nuit. Beaucoup de gens ont des petites cabines sur leur terrain comme revenu, fait qu'ils font de ça. OK. C'était vraiment cute. Souvent, tu avais des vues incroyables. Là, tu sais, aïe, c'est malade. C'était chez eux. Puis sinon, je sais, tu sais, l'activité, c'est relativement cher aussi. Ouais. Ah ouais? Ouais. OK. Je me rappelle, tu sais, mettons, tu voulais faire du bungee, c'était comme une coupe de 100$. OK. Tu sais, tu pouvais pas te payer des traites de même. Moi, resto quand même un aussi, plus gros ouais. budget pour... Exact. On s'était acheté il me semble qu'on s'est acheté un cooler, pas un cooler, une glacière, puis on avait comme de la bouffe avec nous un peu pour pas tout le temps manger au resto parce que ça venait quand même assez cher. Mais ouais, les gens sont vraiment le fun. Ah ouais. C'est vraiment la vie d'île, là, tranquille, les plages. Ouais. Les montagnes, Ouais, puis c'est ça. ouais. OK. Voilà, Puis ouais. c'est une île, là, tu sais, en fait, tu parlais de la partie sud, partie nord. Ben, c'est 2 îles. vraiment- OK. Oui, la Nouvelle-Zélande, c'est 2 îles, puis il y a plusieurs petites îles dans le milieu. Ils appellent ça, je ne vais pas dire de niaiserie, mais c'est Abel Tasman, qui est sur le nord de l'île du Sud, puis de là, tu as les petites îles. Fait qu'il fallait qu'on prenne un bateau ou un avion entre les 2 îles pour. Ouais. Mais tu peux prendre ta voiture puis aller sur l'autre île Ouais, avec un avec le ferry. ferry. là. Ouais. OK. Je pense qu'on avait pris un vol. C'est moins cher que de payer pour la voiture sur le ferry que de relouer de l'autre côté. Ah, OK. OK. Ouais, je pense que c'était ça. Ouais. C'est bien bon à comme Ouais, figurer c'est comment ça coûte un peu moins cher. Ouais. Puis le troisième pays que tantôt, L'Italie. L'Italie. Ouais, ça, ben, tu sais, la bouffe. C'est dur à Oui. battre. là. La bouffe italienne, j'aime vraiment beaucoup ça. Puis dans le nord, tu sais, on n'a pas été encore beaucoup dans le nord, mais les montagnes, les Dolomites, c'est magnifique. Marie est Je allée. reviens de là, allée, il y a c'est 2 vrai? semaines, ouais. Ouais, puis ça a été notre Ah coup de cœur ouais? du voyage aussi, les Dolomites. Ouais, Ah, il a vraiment. fait vraiment, beau? Vraiment. Avez-vous de la belle météo? Ben, il annonçait beaucoup de pluie. Ah ouais? Puis c'était nuageux. Ben, tu sais, c'était quand même nuageux, mais il n'a pas vraiment mouillé, là. Honnêtement, OK. on a eu finalement quand même du beau temps, puis des éclaircies. Wow. Puis on a pu voir la Ouais. beauté. Elle doit aller hiker un peu, ben, faire de la randonnée. Ouais, on a fait de la rando. Ouais. chanceuse. Ouais, non, c'était parfait. Ouais, oh my C'était God. tellement magnifique. J'imagine Puis on la serait sens- resté plus longtemps Ben là, dans ouais. les Dolomites. En fait, si c'était à refaire comme je pourrais faire juste un voyage dans les Dolomites, mettons. Ah ouais? Ouais. T'as fait les Dolomites puis t'es allé ailleurs après? OK. Ouais, Ah, on fait que est t'es allé- resté là. Ouais, Ah. mais on a commencé par ça. Puis c'était parfait. Le reste Ouais. aussi, là, on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Puis c'était vraiment beau. Puis c'était vraiment le fun. Mais les Dolomites, Ah ouais. coup de cœur, Coup de là. cœur, Ouais. Puis il y a moins de Ouais. monde à ce sens l'année aussi. Ouais, il y avait fait moins de encore beau, monde. mais- Puis c'est ça, tu sais, ben, La nous, on est température un est peu le comme fun, toi là. aussi, là, Ouais. c'est ça. La température est fun, il fait pas trop chaud, il y a les montagnes, il y a des lacs. C'est d'être dans la nature, dans le fond, qui nous comble. Là. Fait que- As-tu vu le château qui est au-dessus de la montagne? Là? As-tu Ben, vu la j'ai fameuse vu- photo J'ai des deux? vu Ouais. la photo, mais on n'est pas. T'es pas allé là? On n'est pas allé, OK. ouais. Ah, ça a l'air magnifique. Ouais, Ah, vraiment. mais c'est ça. Ouais. Ça, c'est dans un C'est des. ça. Ouais. Faut y aller. Ouais. Wow. Ouais. Mais on l'a fait en camper. Nous autres, on a OK. fait. On l'a descendu en camper van, notre petit camper. C'est ça, la bouffe, la chaleur, la langue. Tu sais, on dirait que tu te sens juste bien. On dirait que tout le monde chante autour de toi. Mais j'aimais ça. C'est l'histoire aussi. Tu sais, c'est tellement de belles choses à visiter. Puis à comprendre aussi, là, géographiquement, par rapport à tous les échanges à Moyen-Orient avec l'Italie, tout ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'histoires là-dessus. Oui, puis tu sais, même les villes, mettons, moi, je suis pas fan de villes. Là, Ouais, tu sais, je passerais ouais. pas trop de jours dans des villes, honnêtement. Mais mettons, d'être à Rome, là, j'ai tripé sur Rome, là. Ouais. Vraiment, ouais. C'est- Ouais. Ah, Mais c'est que oui, là, il y a le Colisée, mais mettons, c'est qu'il y a aussi plein d'autres choses à Ouais. travers la ville, Ouais. à voir. En tout cas, je trouve que mais tu c'est... sais, t'as comme des petites ruelles avec tellement des buildings avec de l'histoire. Puis là, tu prends ton Aperol Spritz, puis tu te dis, mon Dieu, je suis ici. Ton Il y a tellement de ketchup, choses ton qui sont Aperol passées. Spritz, c'est ça. C'est tellement beau, là. Ah, Mm. ouais. Puis sur les plages aussi, quand tu descends dans le sud, on avait traversé, on était en Sicile. On est allé se promener en Sicile pendant un bout de temps aussi. Ça, c'est un autre vibe complètement que le nord. Il fait super chaud, mais c'était vraiment beau. Puis mon chum, en fait, on avait laissé la vanne à Sicile, on l'avait mis entreposée là. Puis
le prochain voyage qu'on voulait absolument aller, c'était en Albanie. Fait que lui, il avait repris la vanne de la Sicile, puis il a traversé la côte Est. Wow. Puis il a pris le traversier pour aller en Albanie. Moi, je l'ai rejoint là-bas. OK. Fait que... Ça devait être magnifique, la route, pour lui. Là, Moi, j'ai dit, mais ouais, tu sais qu'on va retourner, là. C'est comme, tout ça fait, moi, je l'ai pas fait. Ouais, Fait que, on va retourner. Fait que là, c'est ça, la bouffe. Puis je pense qu'une des plus belles journées de ma vie, c'était, on était en Toscane, on s'est parqué, on avait trouvé une petite place au Park for Night. Puis il disait qu'il y avait des bains naturels. Fait que, bon, on va aller voir. Puis c'est exactement ce que tu t'imagines, là, des bains d'eau chaude, turquoise, Rome, mais c'est naturel qui ont été faits, bien naturel dans le sens où les Romains ont fait ça des centaines d'années, mais sont encore là. Puis il y avait comme une roche avec de l'eau qui tombait. Fait que tu avais comme une douche, puis tu avais tous les bains en bas de toi. Puis quand tu regardais au loin, tu avais les vignobles avec des châteaux, le coucher de soleil. Mais voyons. C'était genre, je dis tout le temps à mon chum, c'était une des plus. Je me rappelle juste d'être. Ça n'a juste pas de bon sens, une place comme ça dans le monde. Vous étiez seul? Oui. Mais il y avait quelques personnes dans dans les bains, mais on est arrivé en fin de journée. Fait que tout le monde était parti. Wow! Ouais, ça a été quelque chose. J'ai fait, je vais vivre ici un jour. Dans le bain. Dans le bain ici. Amenez-moi mon vin, s'il vous plaît. Non, c'était. La Toscane, les vins, puis tout ça, les chats. C'est que du bonheur. Fait que ça va sûrement être en Italie que tu vas retourner avec ton enfant. Ouais, c'est ça. Prochainement. Mais c'est que c'est un peu loin. Fait que là, on se dit, est-ce qu'on va juste en Espagne? Puis l'hiver aussi, c'est pas, tu sais, en février, c'est pas. En tout cas, on va essayer de faire. À suivre. Fait que, qu'est-ce que. Tu sais, c'est quoi tes projets, voyages à venir? Oui. Ben, cet hiver, on va peut-être après les fêtes essayer d'aller au Costa Rica, voir des amis. Fait que ça serait un petit premier voyage à l'extérieur du Canada, voir comment ça se passe aussi avec le petit bonhomme. Après ça, on voulait passer un mois, peut-être plus. J'espère que mon chum va dire oui, mais un petit peu plus qu'un mois. Dans la vanne, c'est ça, soit en Espagne, en Italie. Après ça, on a des amis qui se marient en Irlande au mois de mai. Fait qu'on va aller célébrer ça avec eux autres. Puis c'est les 70 ans de ma belle-mère. Puis vu qu'ils sont anglais, bien, on va toute la famille. La sœur qui habite en Afrique du Sud, puis toute la famille, on va se rejoindre en Angleterre où les enfants ont grandi. Puis on va aller passer une semaine là avec... il y a 7 petits-enfants, 3 enfants, les grands-parents, les conjoints. Fait que ça va passer une semaine en gang, là. Puis ça, c'est en juillet. Donc après ça, il y a un autre 6 mois qu'on sait pas, on va être où, on va faire quoi. J'aime ça que tu aies plein de projets voyages. Moi, ça serait mon rêve d'avoir comme 4-5 projets voyages. Ouais. Surtout, tu sais, c'est la famille, là. On s'en va juste avec la famille en Angleterre. J'ai des amis qui se marient en Irlande. Mais le fait de voyager, ça fait que tu rencontres des gens de partout. Puis tu deviens que tu as des amis partout. Fait que c'est ça moi, c'est une des choses que j'aime le plus. C'est que tu t'en vas, que tu t'en ailles en Tanzanie ou en Allemagne, qu'il y ait quelqu'un quelque part qui tu sais, les réseaux sociaux, ça a des beaux côtés. C'est ça aussi, c'est de dire, tellement. Hey, je m'en vais là, qui c'est qui veut, qui c'est qui est là, on se voit-tu. Puis c'est rare qu'on va à des voyages puis qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit Hey, je suis là moi aussi, on se fait dessus un on se met dessus, genre. Fait que c'est pour ça, ça va de l'ordre. Vraiment. Ben, hey, merci tellement d'être venu encore de Vancouver. J'en reviens pas que tu sois descendu, que tu repartes ce soir. Mais merci, c'est tellement intéressant. Puis ça nous apporte vraiment une autre vision aussi du métier d'agent de bord. Autre que quand on vole en vol commercial, nous. Fait que merci vraiment. Ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir invité. J'ai vraiment aimé ça. Bon retour. Merci. Bye.